Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Lundi 6 juillet, mon nom est Martin Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur Grande-Bretagne 2026, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, on reviendra sur la journée de samedi et de dimanche, et on débute maintenant. Comme à tous les lundis, j'ai le bonheur d'être accompagné par l'auteur du livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Simon Bachan, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi, Martin? Je vais super bien. Écoute, Silverstone, quand on parle de classique, c'est classique. Mais avant qu'on se lance dans le week-end qui en a été tout un, avec Weekend Sprint puis tout ça, ça donne toujours beaucoup de contenu, bien sûr. Mais avant qu'on se lance là-dedans, je dois donner des fleurs à toi ainsi qu'à François. Je dois m'avouer vaincu. Vous avez eu raison et j'ai eu tort. Vous étiez dans l'école de pensée que Fernando Alonso gagnerait une course plus rapidement chez Aston Martin que chez Alpine. Bien, il l'a fait en fin de semaine. Vous m'aviez juste pas dit que ce serait dans une voiture Lego qui va à 25 km/h. C'est un petit détail que vous avez omis de me mentionner. Hey, tu m'apprends que c'est lui qui l'a gagné. Alors, parfait, merci, donnez-moi mon argent. Je sais pas, il va falloir que je retourne encore voir les petits détails sur le contrat. Mais il semble qu'on n'avait pas parlé de voiture Lego, mais peut-être que Ah! ça m'a échappé. Puis jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, j'ai des bonnes sources qui me disent que c'est pas Adrian Newey qui a fait cette voiture-là et que c'était pas un moteur Honda non plus à l'intérieur. Mais je vous donne quand même ce qui vous revient et prenez-le. Toi ainsi que François, ça a été une prédiction. Je pensais pas que ça arriverait aussi rapidement que ça, je vais te le dire. Ben, honnêtement, moi non plus. Alors, souhaitons des voitures Lego plus souvent pour le moral de ce pauvre Fernando Alonso. Ça a pu peut-être réjouir un peu l'écurie Aston Martin et ses partisans. Bon, ben maintenant, trêve de plaisanterie. On va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Ça, pourquoi on s'est réunis aujourd'hui. Parlons du mariage de Taylor Swift. Écoute, c'est le sujet que j'ai essayé le plus possible de tenir loin de moi en fin de semaine. Je sais pas à quel point tu vas en jaser. Non, non, c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Parlons, on va commencer par bien sûr la course sprint, puis son résultat en soi. Si on commence avant de parler de ça, je veux qu'on se lance quand même dans un autre sujet qui est, je trouve intéressant. C'était la première vraie course ou le premier vrai tracé qu'on pouvait évaluer les modifications qu'on a faites à la réglementation. Bien sûr, on n'est pas rendu comme aussi agressif que ce qu'on va changer en 2027 ou en 2028, mais ce qu'on a vu là, pour l'instant, c'était à Miami, quand on est revenu de notre pause forcée. On avait modifié des choses sur la technologie des voitures. On voulait qu'on ait moins les pilotes soient moins obligés de lever le pied, qu'ils puissent pousser de façon plus constante. Et là, c'était le premier circuit qui pouvait poser problème. On disait, ah, Miami, ça a été pas pire. Montréal, bah, c'est un circuit comme ça. Monaco, bien sûr, on en parle même pas. Espagne, après ça, ben, il y avait encore, on avait encore Autriche. Ben là, moi, je trouvais que ça commençait à ressembler à ça. Mais ce qui faisait vraiment peur aux écuries, au Toto Wolff et tout ça, c'était Silverstone, d'être obligé de lever le pied dans le virage. Toi, comment tu as trouvé ça? Tu trouvais que ça ressemblait à l'Australie, beaucoup de yo-yo racing, ou tu as quand même trouvé que ça a été tempéré, que tu as trouvé une façon d'apprécier ça? C'était plus dissimuler le fait qu'on rechargeait l'énergie. Moi, je l'ai pas vu autant qu'on l'a vu en début de saison. Tu sais, je pense au Japon, puis le virage du 130 heures, là, on pensait voir un peu ça à Silverstone. Puis effectivement, avant l'arrivée en Grande-Bretagne, les pilotes qui l'ont fait sur le simulateur, dont Verstappen, qui l'avait pas dit qu'il avait recommencé à faire du Ah, simulateur, c'est certain ben, qu'elle a avait recommencé. dit, ben oui, c'est sûr. Je le sais. C'est juste que là, tu sais, unanimement, c'était tout. Ah, ça va être triste en fin de semaine. Si Fernando Alonso était dévastateur dans ses commentaires. Puis finalement, en course, même dans les points, quand on voyait la caméra embarquée sur la voiture, on le sentait qu'on levait un peu le pied pour recharger, mais euh, c'était pas aussi flagrant qu'au Japon puis en Australie. Puis pour ce qui est du yo-yo racing, on a eu 10 bons tours en début de sprint. En même temps, ça a donné beaucoup de spectacles.
Et après ça, en course aujourd'hui, j'ai pas vu beaucoup de yo-yo racing. Il y en a qui qualifient toutes les batailles maintenant, le yo-yo racing, mais pas moi. Non, c'est ça. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était mieux. On comprenait que les pilotes devaient recharger, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sur un point stratégique plutôt que sur un point excessif, là, où ce que c'est trop facile. Puis ben, pas que c'est facile, mais que la perception des gens à la télévision vont voir que c'est juste des dépassements faciles. On voyait qu'il y avait un travail à faire du côté des pilotes. Il fallait qu'on fasse fonctionner la machine, qu'on la mette dans la bonne position pour être capable de compléter des dépassements. C'était pas tout cuit dans le bec. Il fallait les construire puis arriver, bien sûr. Plusieurs pilotes ont choisi l'emplacement ou faire ça un peu avant COPS, là. Mais ça n'empêche pas que Mhm. tout cet enchaînement de virages-là, pour arriver à compléter un dépassement à COPS, il faut que ça soit exécuté à la perfection. C'est très technique. Donc, moi, ce côté-là, je suis d'accord avec toi aussi. J'ai pas trouvé que ça a été le premier circuit où c'est flagrant qu'on n'a pas tout réglé. Je comprends qu'il y a encore une forme, peut-être que d'anti-course dans le sens qu'on n'a pas des pilotes à fond, à fond, à fond, à fond. Ça a paru peut-être un petit peu plus dans la course, mais comme tu dis, il fallait vraiment qu'on regarde ça et qu'on cherche à trouver quelque chose. Puis c'est ce que je faisais parce que j'étais curieux de voir à quel point que ça allait peut-être retourner à ce qu'on avait vu du côté de l'Australie, mais tu as raison de le dire, ça n'a pas été aussi flagrant. Puis j'ai aimé le côté stratégique de la chose, ce qui était probablement le but premier quand on a décidé de donner ces dispositifs-là aux pilotes de dépassement, de gestion d'énergie, que ça devienne un point de vue stratégique dans les courses et que ça soit intéressant pour nous à la maison. Et que ça permette aux voitures de se suivre puis de se dépasser plus facilement. Puis à ce compte-là, on a bien réussi. Si on retourne où on était l'année dernière, on le suivait, mais on n'était pas vraiment capable de se dépasser. Là, maintenant, on a des belles batailles, des beaux dépassements. Je pense à Hamilton par l'extérieur sur Russell. C'est quand même quelque chose à voir. Puis oui, c'est peut-être un peu plus facile, mais moi, je veux pas enlever le mérite aux pilotes, là. C'était quand même des super belles manœuvres, la plupart qu'on a vues aujourd'hui. Alors moi, je trouve que pour le spectacle, là, c'est A1. Si tu parles de spectacle A1, samedi, on avait une course sprint. La première de l'histoire des sprints avait eu lieu là en 2021. Puis après ça, il a fallu attendre, crois-le ou non. Puis le spectacle avait été très, très bon, là. Alors, ça, je vois encore couramment des clips passer sur les réseaux sociaux de cette course-là avec les dépassements de Perez, Leclerc, puis Hamilton dans tout ça. Puis on a attendu 26 autres sprints avant de revenir en Angleterre puis d'en faire un autre. Je trouve ça un peu aberrant parce qu'il y a eu, je suis sûr qu'il fallait en donner un peu partout. Je pense qu'on a fait des essais-erreurs, mais c'est le genre d'endroit, on le mettait là, dans notre calendrier, je pense, je me rappelle pas. Oui, on l'avait mis dans notre Mhm. calendrier. C'est le genre d'endroit qui n'a pas déçu encore une fois, là, que ça devrait être naturel, surtout qu'on a tellement de partisans, on est capable de faire venir un demi-million de spectateurs sur un week-end. On a quoi, 6 pilotes de la grille maintenant qui sont des Britanniques. Alors, pourquoi pas leur en donner à ces partisans-là en disant vous avez le droit à une course de plus le samedi, puis ça devrait être toujours établi dans le calendrier que Silverstone a sa course pleine. Ben là, après celle de 2021, qui, à mon avis, avait été une des meilleures, puis pas seulement pour l'action en piste, mais pour le narratif qu'elle avait imposé à la suite du week-end, parce Ouais. que, petit retour dans le temps, au départ, Verstappen avait un peu bousculé Hamilton pour prendre la tête puis s'envoler, puis le lendemain, Hamilton, il a dit je me laisserai pas faire encore. Puis là, ça avait mené. C'est ça, dans le fond, qui est venu pimenter cet Ben accident oui. qui a suivi, qui est venu pimenter la saison 2021. Donc, j'aime aussi les sprints quand tu vois que ça ajoute au narratif du week-end. En fin de semaine, c'était moins ça, mais on avait tellement d'actions en piste au début. Et il y avait tellement de dépassements qu'il y a même des pilotes qui ont dit c'est le chaos. J'avais de la misère à suivre ce qui se passait. Puis je vais vous dire que devant notre écran, c'était un peu la même chose pour nous. Il y avait des dépassements constamment. Et là, si on retourne à ce qu'on avait l'année dernière en sprint, où on avait peur de faire un accident parce que, tu sais, la qualif est quelques heures plus tard, il faut surtout pas prendre de risques. Là, on est ailleurs, là. Puis moi, j'ai bien aimé ça. Bon, on veut prendre les points qui sont sur la table. Il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être une conversation qu'on pourrait avoir un peu plus tard parce qu'il y a de quoi qui m'a dérangé, Simon. Puis c'est peut-être un bon sujet qu'on pourrait amener pour la honte de course. Le fait qu'on donne des points à seulement 8 voitures, mais que là, maintenant, on en a Mhm. 22. Puisqu'on fait les liens avec 2021, la première sprint, on est à la 28e dans l'histoire. Je me dis, là, on a fait rentrer 2 voitures de plus. Donc, il y a 22 voitures en piste quand on est capable de terminer. Il y en a seulement 8 qui ont des points. Je trouve que ça fait beaucoup de monde qui court pour pas grand-chose. Je me mets dans les souliers d'un partisan d'une écurie comme Audi ou quoi. Tu t'écoutes quoi en ce moment? Ouais. Tu sais? Ben, T'écoutes. c'est vrai qu'en dehors du top 4, là, faut que tu sois chanceux parce que ça laisse pas de place, là. Non, c'est Alors, je ça. comprends ton point. Euh, Par contre, moi, je viens d'une époque où on donnait aux 6 premiers.
Puis là, Mhm. c'était ça la norme, tu sais. Puis quand tu réussissais à avoir un point, ça voulait dire quelque chose. Là, maintenant, un point, tu sais, il en donne comme 500 à chaque Grand Prix, à peu près, j'exagère, mais Un peu. c'est beaucoup, là, tu sais. Ouais. Alors, mais je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui font beaucoup de pression pour aller dans ce sens-là, puis on sent que la F1, à un moment donné, va donner des points à tout le monde, à tous les Grands Prix si tu finis. Ben moi, Bon, on prend à débattre. ouais, je pousse pas dans ce côté-là, là. Le côté, là, à un moment donné, on était rendu, si tu finis, ou 15 voitures, 16 voitures, ça, j'aime pas ça. Parce qu'il y a quand même un côté fiabilité qui fait partie du championnat, qui fait Ouais. partie de l'ingénierie. Puis il faut que tu récompenses ceux qui sont capables de terminer ou qui sont capables d'être performants. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais si on donne à 10 voitures dans la course normale, on pourrait diminuer le nombre de points, mais en donner à 10 voitures. Moi, je parle juste de l'aspect compétition parce que je regardais à un moment donné le téléviseur, puis c'est quelque chose qui me dérangeait dans les années passées, mais on dirait moins. Mais là, je regardais, le fait qu'on a rajouté 2 voitures, on dirait que c'est là que ça a traversé ma ligne de tolérance, de dire, hey, je vois bien du monde qui sont là pour un requin. Il n'y a pas. Ben oui, Ouais, t'as un bon point, ouais. là. C'est sûr que celui qui roule en 16e place, là, il sait là, qu'il n'y aura pas de points. Il n'y a pas assez de tours pour qu'il fasse une Ouais. remontée, donc des essais privés. Tu sais, je pense que Mhm. Albon, là, il savait là, qu'il n'y aurait pas de points samedi. Là. Non, non, c'est ça. C'est comme tu dis, tu fais bien de le dire, c'est des essais privés des essais publics, dans le fond, qu'on Ouais. leur donne, puis développer votre voiture pour la fin de semaine, puis les fins de semaine à suivre. Un qui a très, très bien fait, encore une fois, c'est Kimi Antonelli. Beaucoup de pression sur Lewis Hamilton. J'ai trouvé que le mot, tu sais, statement en anglais, il se dit bien. En français, passer un message, je sais pas si Une c'est comment. affirmation. Ouais, j'ai trouvé que c'est où Ouais. il est allé montrer quelque chose contre Lewis Hamilton sur son circuit. Il n'avait pas aimé probablement la pole d'Hamilton la veille. Puis là, il s'est dit, ah, c'était trop Ouais. serré hein, par quoi, 0.011 ou quelque chose comme ça. Ouais, 11 millième. Ouais. Mais j'ai senti que le jeune voulait montrer quelque chose, puis il l'a montré pas à peu près. Et oui, et on sentait bien qu'Hamilton, là, il était comme débordé à essayer de garder Antonelli. La course est courte, mais à un moment donné, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'Hamilton, il s'est dit, regarde, je vais le laisser aller en avant, je vais m'assurer de rester pas trop loin, puis dans les 2, 3 derniers tours, je vais attaquer. Et il n'a jamais eu la chance d'attaquer parce qu'Antonelli a pris le large, entre guillemets, là, mais il était juste assez loin pour que Hamilton n'ait pas la chance de tenter quoi que ce soit. Alors, on sentait bien qu'Antonelli était plus rapide qu'Hamilton et plus rapide que tout le monde pendant la sprint. Oui, ouais, ouais. Puis le tour le plus rapide à la fin aussi, là, moi, c'était le point d'exclamation sur. Oui, Donc, ça, c'était le dernier coup de poing sur la tintouin. gueule, là. Oui. Arrivé là, gars, puis là, j'ai aimé aussi Toto Wolff à la fin qui demande c'était quelque chose, ça t'a rendu heureux? Oui, oui, ça m'a rendu heureux. C'était une façon de Ouais, les. parce que ça aurait l'air fou s'il sortait de piste, mais Ben bon, il oui, est assez talentueux qu'il il est resté dans la piste. c'est ça, c'est le dernier tour quand tu as des qualifications dans 2 heures. Faut que tu pousses la voiture, tu vois ça, les gars. Mais j'ai aimé la façon à Toto Wolff de passer le message. J'ai trouvé que c'était très Ouais. coloré. De dire, ça t'a rendu heureux à la fin de le faire. Donc, c'était très, très, très bon. Ben Puis non, mais c'est une façon habile de le faire aussi. Tu sais, toujours blâmer, là, à un moment donné, c'est assez limite. Fait que tu trouves d'autres façons de passer ton message. oui, oui, puis c'était très bien. Dans le fond, il veut faire appel à la prudence à son pilote, il veut le faire réfléchir, de dire, écoute, c'était-tu nécessaire dans la situation que tu te trouves, mais en même temps, pour les partisans sur place, pour les gens qui écoutent à la télé, c'est ça que tu veux voir. Tu veux pas voir un gars prendre bien d'avance, lever le pied à la fin, puis juste ramener la voiture à la maison. Peut-être que pour certains, c'est le fun. Moi, je trouve qu'un gars qui continue de pousser, c'est intéressant, mais en même temps, il faut être intelligent aussi. Je vais Ouais. reprendre la phrase de mon ami docteur Helmut Marko. En course automobile, ta tête, c'est pas juste pour tenir ton casque. Et c'est ce qu'il avait dit ça pour Ayuki Tsunoda. On sait toujours pas Mais s'il a pris le justement, conseil. mais on y reviendra au style Antonelli parce qu'on va en reparler. On voit que dans la course, ça a eu un impact aussi. Oui, ça a eu un impact aussi. Ben, Hamilton, en tout cas, termine deuxième, ramène quand même la voiture dans une bonne position, réussit à prendre des points. C'est une bataille au championnat avec Antonelli. C'était probablement pas le résultat escompté pour lui, puisque avec la pole position, il s'était quand même donné le droit de rêver à ça. Le fait qu'il a gagné 9 fois sur ce circuit-là, plus que n'importe qui, c'est aussi un autre. Ça te donne pas mal confiance quand tu te réveilles le matin si tu t'appelles Lewis Hamilton, puis la course, ça donne à être à Silverstone. Là. Ça doit être un bon feeling. Puis après ça, ben, il a quand même réussi à terminer deuxième. On a appris des choses quand même dans la course parce que on pouvait vraiment mesurer est-ce que Ferrari, les améliorations moteurs, tout d'un coup, ont vraiment un effet parce qu'on voyait le secteur 3. C'est sûr que ça nécessite plus d'aéro, mais on voyait quand même que le Ferrari était capable de compenser et se battre. Je te dirais pas
à armes égales avec Mercedes, mais on voyait que pour un point de vue stratégique, on était capable d'utiliser les points forts de notre voiture versus celle des flèches d'argent, puis de s'en tirer quand même à une compétition. C'est sûr qu'Antonelli, à un moment donné, comme je vous dis, a sorti le gros coup de poing pour montrer que moi, je vais faire la différence, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même du positif dans cette course sprint-là pour l'écurie rouge. Ben oui, parce qu'on arrivait à Silverstone en disant on va perdre 6 dixièmes dans les lignes droites. C'était pas ça du tout, là. On était Ouais, bien non. plus près que ça. Puis si on en perdait en ligne droite, dans les virages, on était assez rapide pour rester assez proche des Mercedes et même devant celle de Russell. Norris, as-tu aimé sa course sprint? Quand tu regardes ça, Oui, McLaren, t'es nulle part. La voiture est pas belle, mais c'est une voiture historique. ouais. Ouais, mais La Racing Bull 2, tout blanc, on était mêlés par bout, là. ouais, puis oui, ça a été dur à différencier. Surtout, tu sais, je pense que j'aurais essayé de laisser une petite note d'orange juste pour. Mais en tout cas, je comprends qu'est-ce qu'on voulait faire, là, mais cette voiture-là, là, c'est une voiture de 1966, il n'y a pas grand monde qui l'a vu courir. Puis c'est pas une voiture emblématique comme les Golf ou ces choses-là qu'on pouvait ressortir. Fait que c'était pas évident là, de dire hey, ça, c'est la McLaren. Non, mais par contre, excellent départ des deux McLaren. Oui. Et en même temps, mauvais départ pour les deux pilotes qui étaient en deuxième ligne au départ de la semaine. Donc, ça a beaucoup aidé, justement, que dans une course courte, évidemment, et où il n'y a pas d'arrêt au puits, évidemment, là, que c'est bien plus important. Et par contre, tu sais, c'est vraiment Norris qui en a profité, puis Piastri, il a chuté par la suite au classement. Il se fait dépasser. Ouais, il a tout perdu. Russell, la sprint, ouais, c'est sûr que là, on sait le portrait complet du week-end à Georges, mais ça n'a pas été parfait comme il s'est mis il s'est mis dans une mauvaise position. La course, il a essayé de faire le mieux qu'il pouvait, mais il était pris dans des bagarres. Puis quand tu vois à quel point qu'Antonelli était capable de passer le message en avant avec une voiture qui est, on va dire que c'est la même voiture, là, bien sûr. Quand Ouais. on regarde ça, j'ai trouvé que George paraissait très, très mal là, devant. En plus, il est le troisième Britannique du top 3 là, qu'on peut établir dans leur hiérarchie. Puis il me semble que je trouvais que sa valeur boursière, elle montait pas bien dans cette journée-là. Ça, t'as raison. Par contre, tu vois qu'il se battait fort, là. Moi, la manœuvre où il a passé deux voitures pratiquement dans la seule manœuvre. C'était quand même super beau. Oui. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Et tu vois que Russell, même s'il il l'a difficile, il se bat quand même, il se défonce, il va pas baisser les bras. Donc, je pense qu'on peut apprécier. Et dans la sprint, tu as raison de le dire, Antonelli était largement en avant de lui. C'était flagrant. Mais regarde, il a quand même réussi à sauver les meubles, entre guillemets. Sauver les meubles. Ouais, je pense que c'est la bonne façon de le dire. Leclerc aussi, Charles, je trouve que c'était pas le meilleur début de journée, cette journée-là de samedi. Il s'est battu encore pendant la course, mais je Mhm. trouve que quand il se bat, euh, il, il en perd beaucoup. Tu sais, le prix à payer sur sa voiture, sur ses pneus, sur qu'est-ce qu'il fait, évidemment, il en paye les coûts. Je trouve qu'il sacrifie beaucoup lorsqu'il est dans des bagarres, ce qui semble pas être aussi pareil du côté d'Hamilton ou du côté de ses adversaires. Ben, ça aurait été facile, je pense, pendant la sprint de blâmer Leclerc, comme je l'ai fait précédemment, là, lors des courses précédentes. Mais moi, je vais lui donner le crédit de s'être joint à la bagarre alors qu'il aurait pu facilement rester en retrait. Mhm. Non, il s'est battu, il a décidé lui aussi de dépasser. Mais tu as raison de dire que pendant la sprint, on avait la même impression que Leclerc, c'était celui qui était le deuxième là, chez Ferrari. Mais son mauvais départ, lui aussi, là, lui a nuit beaucoup. Si on parle de mauvais départ, on n'a pas le choix de parler des Red Bull. Autant Ouais. Verstappen qu'Adjar, il y a eu un plan là, qui a été fait. Je pense que c'est la F1 qui l'a fait. On a mis les deux départs côte à côte, puis c'était du copier-coller, là. Donc on voit que c'est pas nécessairement, à moins que les pilotes ont fait la même erreur au même moment, il y a quelque chose dans la préparation d'un départ chez Red Bull qu'on maîtrise pas encore, ou parce que la routine a été très semblable des deux côtés, mais il faut croire que c'est pas encore gage de succès là, à 100% que si on fait cette routine-là, ça va mener à tel résultat. On semble encore un peu à chercher là, comment trouver la bonne recette pour partir du bon pied là, lors du début d'une épreuve. Oui, et ça nuit. Et pour moi, c'est une déception de Red Bull en fin de semaine. Puis on y reviendra quand on va parler de la qualif puis de la course. Mais après l'Autriche, là, je les voyais vraiment être capables de lutter aux avant-plans. Et pas du tout. Et oui, Verstappen, il y a eu quelques batailles pendant la sprint, mais tu as eu l'impression qu'à un moment donné, il a senti que sa place, c'était la sixième, puis qu'il a décidé qu'il allait se rendre à la fin en sixième place, puis advienne que pourra. Euh, il y a du bordel d'habitude Verstappen, mais là, en fin de semaine, il était peut-être un petit peu trop à l'aise à mon goût.
Ouais, même s'il était très mal à l'aise, là, mais tu comprends ce que je veux dire, t'es relax, on dirait. C'est ainsi, les choses sont ainsi, puis il arrivera ce qui arrivera. Ben, il est parti du mauvais pied, déjà négatif, quand il a commencé à expliquer que Silverstone, ça sera pas Silverstone, ça, on dit que ça serait plus jamais Ouais. Fait que déjà là, ben, il avait l'air d'un gars qui boudait un peu qu'on lui a enlevé son cadeau, de dire, ben, moi, j'aimais ça venir ici avant, mais là, cette semaine, j'aimerais pas ça. Fait que ça, déjà là, ça a parti du mauvais pied, mais j'ai quand même trouvé qu'il voulait essayer de faire la différence. Pendant la sprint, il a mené des combats et tout ça. Problème de déploiement d'énergie du niveau de la Red Bull, ou ce qu'elle faisait que il était obligé de tellement prendre d'énergie dans le milieu du secteur qu'il n'y en avait plus pour le secteur 3. Puis c'est là qu'on voit justement la Ferrari qui se battait à l'avant, c'est là qu'on gagnait tout. Fait que je pense que ça le dérangeait beaucoup parce que dans son style de pilotage, normalement, c'est le genre de secteur où ce qui peut se faire justice puis gagner énormément de temps. Puis là, il pouvait pas le faire. Fait que ça avait l'air d'alimenter, puis en plus, le mauvais départ. La chose, c'est qu'il là, il était pas content. Fait qu'on dirait que tout ce qui avait rapport au moteur qui le dérangeait depuis le début, ben là, se concrétisait. S'il y avait eu quelque chose pour y donner raison, mais bon, on l'aurait pas entendu de la fin de semaine, mais là, en plus, il a parti du mauvais pied en étant négatif envers le groupe motopropulseur, pas nécessairement celui de Red Bull, mais la nouvelle technologie, puis là, celui de Red Bull, ben, il a causé des ennuis, fait qu'on dirait qu'il l'a mal pris. Adjar, de l'autre côté, par exemple, semblait plus en confiance, puis semblait plus à vouloir relever le défi en fin de semaine, de dire, bon, on va faire ce qu'on peut faire. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Aller chercher le maximum que la voiture lui permet d'aller chercher. Sauf que pendant la sprint, il était devancé par une Racing Bull. Fait que Ouais. je pense que c'est quand même un petit peu gênant. À cause le départ, je pense qu'il n'a pas aidé, mais aussi le fait qu'il n'a pas été capable de regagner sa position, ça a joué Non, vraiment. très serré entre lui et Lawson. Il n'y a pas de consigne d'équipe Oui. entre Racing Bulls et Red Bull. S'il y en a, ben Lawson ne les respecte pas. Mais ça s'est joué très serré à la fin. Il n'y a pas eu de pénalité, Liam Lawson. Il y a des gens qui ont été très outrés de son geste. Je pense que c'était dangereux. Le fait qu'il s'en est sorti sans pénalité, as-tu été surpris? Ben, en fait, c'est Adjar qui s'est assuré qu'il sortit en pénalité. Je pense que si Adjar est arrivé voir les commissaires en disant c'est immensément dangereux ce qu'il a fait, je pense qu'il aurait été pénalisé. Et Mhm. Adjar, il a dit non, donnez-lui-en pas, c'était légitime. Moi, Lawson peut remercier Adjar. Je pense que c'était dangereux. Je pense aussi, par contre, que c'était une manœuvre de course qui était à la limite, mais je suis pas Ouais. certain que je l'aurais pénalisé, moi. Alors, mais tu sais, c'est vrai qu'en la regardant, j'ai fait wow, c'était proche. Et c'était très proche. C'était comme sur la clôture. Là. Un ou l'autre, j'aurais pas blâmé les commissaires. Mhm. Parce qu'il n'y a pas eu de contact. S'il y avait eu contact, on aurait Ah, blâmé. c'est sûr. Ouais. Il y Parce avait que eu ça de a contact. tellement. Parce que le réflexe d'Adjar a été à la perfection, là. Parce que c'est sûr que si Adjar est un était peu. bon. Oui, oui, Ouais, si effectivement. Adjar est un peu moins habile, sûrement qu'il va s'envoler. Il se serait probablement envolé la voiture, ça aurait été ça aurait été vraiment spectaculaire, Ouais. mais pas le fun comme accident. Puis là, je suis sûr que là, ça aurait été vraiment qu'on aurait sorti le carnet de pénalité On pour aurait Lawson. étudié ça de près, oui, c'est Ouais, ouais. sûr. C'est correct. Là, Oui, puis ça serait arrangé peut-être pour éviter que ça se reproduise. Là. Mhm. Adjar, ben Adjar, dans le fond, il termine à la porte des points. C'est un peu la problématique que je disais au début. Lawson termine ça, va chercher le point important, par exemple, c'est seulement qu'un, mais c'est le dernier qu'il y avait disponible. Donc, très bonne performance de Lawson encore. Si tu le veux bien, on va parler tout de suite de la séance de qualification passé quelques heures après. Étrangement, OK, étrangement, normalement, lorsqu'on a ce concept-là de week-end, on apprend très, très vite vers les écuries, puis on fait des changements dans l'après-midi. Puis après ça, on peut voir des choses qui sont très différentes. J'ai beaucoup d'écuries qu'on entendait dire on a resté probablement quasiment avec les mêmes j'ai setting dans le texte, c'est pas bon. Les configurations, les réglages Réglage. plutôt, ouais, les mêmes réglages que on avait décidé de prendre, on les a modifiés un petit peu. Puis ça a donné des résultats qui se ressemblaient quand même, sauf que Kimi Antonelli a été capable d'aller puiser un peu plus loin, puis de vraiment racheter ce qu'il n'avait pas aimé la veille. Là. Puis Leclerc a passé devant Hamilton. Mais si on commence par Antonelli, qui vient je dis, dans l'avant-midi, s'affirmer comme étant c'est moi le leader du championnat, puis je m'en fous là, de l'âge que puis peu importe c'est qui est devant moi comme défi, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Puis en après-midi, je trouve qu'il en a rajouté avec cette pole position-là. Oui, il a bien placé les choses là, par rapport à ce qui s'est passé au Grand Prix d'Autriche, tu sais, où ça avait été un peu hasardeux, là, son départ, entre autres. Puis bon, sa qualif aussi, elle avait manqué un peu la fin de sa qualif. Là, pas du tout. Tu l'as bien dit, là, tu sais, Antonelli sort et dit aujourd'hui, c'est moi le meilleur, puis je vais vous le démontrer, puis je vous mets au défi de me battre. Et en ce samedi, il n'y a personne qui a été capable de le battre. Et on a senti tout au long de la séance que c'était Antonelli le plus rapide, qu'il n'y avait pas vraiment de débat.
On pensait peut-être Ferrari va nous surprendre. Non, on pensait plus vraiment ça par rapport quand on avait vu la sprint le matin. On se disait, oh, c'est Antonelli qui va être là. Puis on va suivre ce qui se passe en arrière pour le 2, 3, 4. Mais on savait pas mal que ça allait être Antonelli, puis il nous l'a démontré. Il a même dit, mon tour a été propre, 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 puis j'ai pas vraiment fait d'erreur. Souvent, tu entends le pilote, ouais, ça a été bon, mais j'aurais pu faire mieux. Pas ce coup-ci. Antonelli a dit, c'est pas un tour parfait, mais je pouvais rien améliorer vraiment. Là, alors, chapeau au jeune homme. Là, on sait on va en reparler de la course, là, mais il a fait de belles démonstrations samedi que c'était lui qui est encore en tête du classement puis que c'est légitime. Oui, c'est légitime quand on regarde ça. Puis dans sa façon d'aller chercher cette pole-là, comme tu dis, il montrait aux autres que ça prenait un tour incroyable pour le battre. Puis ça met énormément de pression sur ses adversaires. Ça force les autres à faire des erreurs. Je regarde le temps de Lewis Hamilton. Lewis, il a fait sensiblement le même temps qu'il avait fait la veille. Donc, on n'a pas vraiment changé les réglages, on n'a pas été chercher quelque chose de plus. Donc, ça peut signifier plusieurs choses comme j'ai peut-être mon opinion là-dessus, mais avant, on va parler de Leclerc, que lui a réussi à corriger un peu ce qu'il y avait, puis il est allé se dresser entre Antonelli et Hamilton, qui jusqu'à là, semblait dans une classe à part. Là. Si on s'était parlé entre la sprint puis la qualification, je t'aurais dit, pour l'instant, dans le week-end, il y a Hamilton, Antonelli et les autres. Puis là, Leclerc, il nous a fait mentir en après-midi. Je ne l'attendais plus là parce que ça fait une couple de week-end que ça ne va pas. Ça semblait être ce genre de week-end-là qui se dessine encore. Puis de toute façon, là, de nulle part, il nous a montré le Charles Leclerc de qualification que moi, j'aime tant, qu'on apprécie tant, parce que c'est un gars qui est un des meilleurs et un des plus excitants à voir le samedi. Ben, ça va lui faire du bien, ça, c'est certain. Et on le sentait beaucoup plus à l'aise aussi là, quand il est sorti de sa voiture. Puis c'est sûr que les résultats, ça aide. Mais probablement qu'il était bien plus à l'aise aussi au volant de sa monoplace. Puis là, il a arrêté de chercher des solutions pour se lancer d'un bord puis de l'autre des réglages. Il a peut-être trouvé davantage ses marques. Peut-être que c'est le circuit où il est plus à l'aise aussi. Alors, je pense que c'est le Charles Leclerc où j'ai été très dur avec lui récemment, puis je pense avec raison. Mais Charles Leclerc, c'est souvent quelqu'un en montagne russe, mais là, il était en haut. Là, là c'était dans un bon week-end et ça paraissait. Et il était tout à fait mérité sa position. C'est quand même 2 dixièmes devant Hamilton en plus. Fait que, il a réussi à mettre. En fait, à partir de samedi, il était en avant d'Hamilton. Alors, voilà. Hamilton est chez lui, sur son terrain. Il a gagné 9 fois là, comme tu dis. Il y a les partisans derrière lui. Et Leclerc le remet à sa place. Oui, ça a été. Tu sais, si on parlait de statement, je me rappelle pas l'alternative que tu m'as donné tantôt, mais en tout cas, Ouais. si on parlait de ça, d'avoir passé un message du côté d'Antonelli, j'ai trouvé. Affirmation, mais Affirmation, écoute, oui. statement, c'est mieux, ça passe. Là. C'est pas le mot j'aime pas ça utiliser les mots anglais, mais c'est parce que dans le cas, en tout cas dans le cas, je trouve que c'est le bon mot. Mais oui, Antonelli, c'est la même chose, a voulu passer le message, puis Leclerc, c'est la même affaire, a vraiment passé un message. Tu peux pas trouver le meilleur endroit que de le faire à Silverstone, devance Lewis. Moi, mon explication là, pour ça là, est peut-être bien plate, là, Simon, tu l'aimeras pas, mais c'est très demandant un week-end sprint. Puis Lewis, je pense qu'il a laissé énormément d'énergie dans la journée de Ouais, vendredi, ça se peut. puis dans le sprint du matin. Ouais, les gens vont dire, ah ben ouais, mais c'est habitué et tout ça. Ouais, mais quand tu as 40 ans, la récupération, passer 40 ans, ce que tu viens de vivre, le 17 tours du matin avec l'excitation en avant, j'ai eu l'impression que Lewis était un peu plus fatigué en après-midi. Puis en même temps, il a fait le même tour que vendredi. C'est juste que les autres ont amélioré. Puis normalement, c'est ce qu'on voit. Les pole positions ou les qualifications qui ont lieu après une sprint, normalement, c'est ceux qui sont capables d'aller puiser un petit peu plus dans leurs ressources puis améliorent. Lewis est arrivé avec le même chrono que la veille. Si tu m'avais dit ça avant que ça commence, Lewis va faire le même chrono que la veille, il va être en pôle. J'aurais dit non, je pense pas qu'il va être en pôle parce que ça serait très peu probable que personne améliore. Ben, j'achète ce que tu dis. C'est fort possible que, effectivement, la récupération soit plus longue pour quelqu'un de son âge face à des jeunes comme Antonelli puis même Leclerc. Là, je pense qu'il y a 12 ans de moins. Alors, oui, ça tient debout. Ensuite, après Hamilton, Russell, qui se devait, moi, selon moi. Non, excuse-moi, j'ai dit Russell. Oui, c'est Russell. Je sais pas. Après Hamilton, c'est Russell, oui. Oui, excuse-moi, c'est moi qui est dans. Oui. Après Hamilton Russell, donc
encore là, George ne se sort pas du trouble encore, fait bien quand même quatrième, mais réussit pas à aller placer sa voiture devant les Ferrari. Si je parle qu'Hamilton n'a pas amélioré, de mémoire, Russell a amélioré un peu, mais c'était pas suffisant pour encore venir troubler un peu ce que son coéquipier faisait ou venir se dresser devant les Ferrari. Ouais, sauf que, tu sais, sa journée aurait pu vraiment plus mal tourner que ça, Oui. là. Tu te souviens de son passage en trappe de sable, il a même perdu son aileron avant, là. Ouf! Ça, faut le féliciter parce que sa réaction Oui. était très bonne. Parce que oui, c'est une erreur, il a bloqué une roue, ça arrive. C'est un drôle d'endroit, puis le blocage a été très, très long, puis après ça, il s'est en allé. Mais la façon qu'il a de pas se prendre la voiture dans le bac à gravier ou dans le sable, de réussir à la ressortir, de ne pas toucher la barrière, de pas caler là, en retournant, pas étouffer la voiture, ça, ça a été très bien géré. C'est pas évident sur l'excitation. Là. Non, puis on a vu beaucoup de pilotes, justement, peser trop sur l'accélérateur à ce moment-là, puis sans rester pris dans le sable. Ouais. Puis là, après ça, ils se sont pognés là, puis il n'y a plus rien à faire. Puis si je me trompe pas, c'était en Q1, donc il serait probablement parti 15e. Ça aurait été une Ouch! catastrophe. Ah Catastrophe, oui! ouais. Ah Ah ouais. oui, donc, tu sais, il s'en est vraiment bien tiré dans les circonstances. Non, t'as raison. C'est pour ça que c'est drôle parce que souvent les grands, même quand ils font des erreurs, ben, réussissent à s'en sortir avec quelque chose d'impressionnant. Puis il a quand même fait ça. Fait que ça montre que George, c'est tout un bon pilote. Mais le week-end encore, je trouvais qu'il était difficile de dire encore là, erreur, c'est un blocage de roue, ça arrive. Mais t'as pas besoin de ça. Ton jeune pilote, ton jeune coéquipier est à l'avant. T'as Hamilton qui performe bien aussi. Dans la sprint, tu t'étais déjà tiré dans le pied un peu vendredi. Dans la sprint, t'as pas réussi. T'as limité les dégâts pour reprendre un peu comment tu as analysé la Mhm. situation, puis je pense que tu avais raison. Mais là, tu arrives en après-midi, même le jeune Kimi nous a montré que le reset est très rapide, puis tu es capable de repartir à zéro, puis montrer de quelle boîte tu te chauffes. Là, je trouvais que c'était dur à George de se remettre dans cette équation-là. Mais un qui a repris ou ce qu'il avait laissé, c'était Isaac Hadjar, qui faisait très bien lors de cette séance de qualification-là, qui montrait que Red Bull avait peut-être plus à gagner que ce qu'on croyait vraiment ou que ce qu'on laissait pressentir. Il faisait quand même des bons chronos. Pas pour aller jouer la pole nécessairement, mais quand même peut-être pour venir forcer les autres à rester honnêtes dans leur tour ou dans leur performance. Isaac a encore très, très bien fait. A fait, ce que j'ai envie de te dire, le meilleur pilote numéro 2 ou le pilote numéro 2 qu'on rêvait depuis si longtemps, ben on commence à l'avoir chez Red Bull. Ouais, oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, on l'a en ce moment. Et tu sais, il a fini devant Verstappen, donc déjà là, c'est excellent, mais c'est pas juste sur le dernier tour où il était devant Verstappen, c'est tout au long de la séance de qualification, régulièrement, c'est les meilleurs tours que Verstappen. Ça, on n'est vraiment pas habitué à voir ça. Alors, tu sais, ça veut pas dire qu'Adjar est en avant de Verstappen, là, c'est pas ça du tout, mais de temps à autre, il est capable de sortir des bonnes séances, des bons week-ends où il est vraiment très en performance de Verstappen. C'est ça qu'on voulait. Et comme tu le dis, on a finalement, chez Red Bull, en tout cas en ce moment, on l'a, le deuxième pilote qui peut aider l'équipe quand Verstappen est moins là. Oui, exactement, parce que, comme tu dis, qu'il l'ait battu ou qu'il l'ait pas battu, est-ce que Verstappen avait encore vraiment des problèmes avec son moteur du matin qu'on lui a pas changé, qu'il avait l'air pas content ou qu'il était juste de mauvaise humeur? Peu importe. Dans les années passées, même quand que Max se réveillait de mauvaise humeur parce qu'il avait coursé toute la nuit dans sa Oui. simulation ou que son club de soccer avait perdu ou peu importe la raison pourquoi il se levait de mauvaise humeur puis qu'il y avait une journée, c'est très rare, là, je dis, je vais prendre les guillemets à François, une journée moins bonne ou une journée qui est Off, pas ouais. off, là, ouais, qui est pas là. Même quand il est off à la Verstappen, il est quand même pas pire, mais il y avait Mhm. personne pour ramasser les pots cassés. T'avais un coéquipier sorti en Q1 puis qui était pas là pour ramasser. Mais là, Hadjar, il est là. C'est le fun. Puis là, à la preuve, Lando Norris, c'est pas une McLaren qui part à la place de Verstappen, si on dit comme ça. C'est Hadjar qui a réussi de se placer devant Norris. Donc encore là, c'est mission accomplie. Je dis pas qu'il pouvait vraiment l'amener plus loin que ça, mais il a très, très bien fait. Norris, encore là, quand même, des limitations de la McLaren. C'était pas les situations les plus faciles en qualification non plus. A bien fait aussi, là, quand on regarde sixième. C'est sûr que c'est un champion du monde, c'est champion constructeur, c'est pas le résultat qu'on souhaite ou qu'on veut pour eux. Mais je pense que Lando limitait les dégâts devant ses partisans. Oui, je pense qu'il a fait bien dans les circonstances. Les McLaren, on les sent là, qui sont un peu en retard par rapport aux trois autres. En termes de développement, on se plaint aussi du moteur. On n'avait pas la dernière version du Mercedes parce qu'on n'a pas fini nos allocations. Donc, on en a perdu beaucoup en début de saison aussi. Donc, on est plus prudent. Mais tu sais, ça joue en performance. Puis tu sens que ça commence à chatouiller pas mal l'équipe, là. Ouais, on attend Spa là, pour mettre le nouveau moteur sur la voiture. On dit qu'on va être capable d'avoir une meilleure fiabilité qui va nous permettre de mettre un meilleur stress puis d'en sortir plus de performance. J'ai hâte de voir, mais oui, on en a grandement besoin. Verstappen, on en a parlé. Ça a été une journée, on dit problème moteur, pas
pas vraiment en confiance avec la voiture pour attaquer les virages à grande vitesse comme il voulait le faire, comme il nous a dit qu'il ne pourrait pas le faire au cours du week-end. Piastri, quand même, s'en sort, limite les dégâts. C'était pas facile pour lui. À un moment donné, on se demandait s'il allait réussir à passer. Lindblad Lawson, je veux t'entendre là-dessus rapidement, Simon, puis je veux pas retourner là, sur le sujet de écrire de développement, pas de développement, parce que c'est pas ça le but aujourd'hui, mais c'est drôlement intéressant ce qui se passe avec cette écurie-là. Puis je te dirais que si on n'est pas tourné le fer dans le plaid, ben c'est Audi, mais c'est surtout Alpine qui en paye la note, qu'on voulait devenir la 5e écurie. On a un moteur Mercedes, puis on n'est pas capable de placer une voiture devant les 2 Racing Bulls qui ont maintenant leur carte de membre du top 10. Ah, clairement que dans cette mi-saison-là, c'est Racing Bull qui est la meilleure des autres. Ça, en ce moment, c'est évident. Oui, c'est Alpine qui paie le prix. Et oui, c'est Audi aussi qui devrait peut-être plus être là. Mais Audi, en fait, j'en demande peut-être trop, là. Ils viennent quand même d'arriver. Mais en début de saison, c'était Alpine. La seule chose qui peut nuire à Racing Bull en ce moment, c'est que Red Bull a de la misère. Et là, on va-tu faire des appels de Milton Keynes à Faenza en disant envoyez-nous donc du personnel, là, parce que les idées que vous avez pour améliorer l'auto, hein, ça pourrait peut-être nous aider, ou du moins avoir du sang neuf un peu, là, parce qu'on a l'impression qu'on tourne un peu dans le vide chez Red Bull, puis on a une solution facile, c'est d'appeler chez l'écurie qui va bien, puis d'aller se ressourcer là. Alors, ça pourrait, peut-être que dans 10-12 Grands Prix, on pourrait voir que finalement Racing Bull a chuté, puis que Red Bull a retrouvé, a pris du mieux. Puis est-ce que c'est parce qu'il y aura des échanges d'ingénieurs ou à tout le moins des échanges d'idées? Mais on verra. Bortoletto qui suit à la porte des points. Je veux le saluer rapidement, ce qu'a fait le Brésilien, parce que c'est pas évident de sortir des garages, puis aller tout de suite t'inscrire, puis à la porte du top 10. Et je le crois que s'il y avait eu un peu plus de préparation, probablement qu'il aurait réussi à glisser Audi là-dedans, mais c'est pas évident. C'est les grands pilotes qui font ça normalement. Simon, tu peux en témoigner. Donc, as-tu pris une petite note aussi quand tu as vu Gabriel ou un petit sourire quand tu as vu Bortoletto réussir à s'inscrire comme ça avec un bon temps au chrono? Il était dernier là, avant de sortir du garage. Oui, j'ai trouvé ça très bien. Et par contre, là, ce que j'aime moins, c'est aide ton pilote. Là, Ouais. c'est peut-être que si Bortoletto avait eu un tour en banque déjà, il aurait été capable d'aller plus loin. Mais bon, je suis conscient que c'est pas toujours le monde parfait, ou c'est pas toujours que les choses se passent pas comme tu veux en Formule 1. Dans une situation difficile, Bortoletto a tiré son épingle du jeu. Il est 11e. Il s'augurait bien pour la course. Puis d'ailleurs, ça les a. Donc oui, j'ai trouvé ça très bien. Maintenant, il faut la fiabilité, il faut travailler ça chez Audi, là. Tu parles d'aider ton pilote. Pierre Gasly a eu une pénalité de trois places sur la grille. En tout cas, une pénalité pour Oui. avoir bloqué Lance Stroll, une Aston Martin. T'es ingénieur. Comment tu fais pour ne pas voir sur ton radar une Aston Martin s'en venir derrière ton pilote? C'est la voiture qui s'en vient le plus lentement sur le circuit. Donc, ça veut dire qu'heureusement que c'était pas une Mercedes. Mais Ouais. en tout cas, ça, j'ai trouvé que cette pénalité-là, si c'est la faute à Gasly ou la faute à peu importe qui, j'ai trouvé que ça avait pas de place. Tu peux pas prendre une pénalité sur la voiture la plus Ah, lente. oui, je suis d'accord avec ce que tu Ouais. dis, mais quand même, attends une seconde, là. Combien de centièmes, combien de dixièmes vraiment la Aston Martin a perdu? Parce De que c'était rien. pas un Ouais. bouchonnage intense, là, Ouais. dans la ligne. C'est tiré Là, par tu te les dis, cheveux. Aston, ils finissent dernier, ils sont à une seconde derrière les Cadillacs, là. Tu sais, à quel point c'est pertinent de pénaliser Gasly, là? Je me Ouais. pose juste la question. Non, t'as Je bien raison, comprends c'est un la bon FIA de point. pas aller là, mais à un moment donné, on est dans une compétition aussi, là. Gasly, Hülkenberg, Berman, Sainz, Albon, Ocon, Bottas, Colapinto, Perez, Stroll, Alonso. Grosse surprise, les Aston Martin qui complètent cette qualification-là. Et maintenant, on passe à la journée de dimanche. Eh bien oui, c'est dimanche qu'avait lieu la ronde numéro 9 du championnat du monde 2026. On le dit toujours, classique rime avec Silverstone en course automobile, puisque c'est un temple de la vitesse, c'est un temple de l'histoire de la course automobile. Les écuries sont à la maison, la plupart des pilotes le sont aussi. Les ingénieurs ont la famille, les mécaniciens ont leur famille. C'est tout un gros festival de monde passionné qui se réunit. Puis on l'a ressenti à la télévision aussi avec les prises de caméra. Qui n'a pas vu le gradin immense qu'on parlait vendredi de supporters de Lando Norris? J'imagine que ça l'a attiré ton œil, Simon. Écoute, avec le jaune fluo, t'as pas le choix, là. Même si tu voulais pas le voir, tu le voyais, mais ils ont bien travaillé pour que justement qu'il ressorte du lot, là, parce qu'on le voyait régulièrement. Oh, ouais, c'est très beau, je trouve. Oui, c'était bien.
Ouais, ça donnait des couleurs, puis ça monte encore. J'imagine pour le pilote, le sentiment quand tu arrives dans ce virage-là, ça doit être incroyable. Incroyable pour Lando de voir ça. Puis ça a peut-être eu une influence dans les résultats, on ne sait pas. Qui sait, parce que c'était pas évident pour McLaren. Mais avant qu'on parle de l'écurie orange papa, parce qu'on en a assez parlé dans les dernières saisons, puis le rouge, des fois, c'est pas évident d'être en amour avec le rouge, hein. J'en suis pas un partisan Ferrari particulièrement, mais je pourrais témoigner pour Jean-Christophe Tran, notre bon ami ici au podcast. Comme quoi que c'est pas évident. Il y a des fins de semaine, tu as l'impression que ton écurie est de retour. D'autres fois, tu as l'impression que ça va être plus difficile. Puis après ça, tu commences à pas te bâtir d'attente. Je pense que c'est peut-être ça le vrai secret, c'est de pas avoir d'attente pour Ferrari. Puis c'est là qu'ils réussissent à nous surprendre. Euh, Charles Leclerc qui remporte une première course depuis Austin 2024. C'est incroyable de Mhm. penser à ça. Euh, pour vrai, tu me dis que ça fait longtemps parce qu'on a la stats, puis je te crois. Mais j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. Mais c'est un peu invraisemblable de penser que oui, toute la saison dernière, on le savait, ils n'ont pas gagné. Puis en plus, ben, il avait réussi à avoir 7 podiums. Puis depuis le début de la saison, si tu m'avais dit que Charles ne gagnerait pas cette année, je t'aurais peut-être cru. Mais toute une performance. Puis si on parlait de coups de poing en pleine face de Kimi Antonelli, de montrer de quel bois il chauffe, ben, je pense que Charles Leclerc a passé le message que vous avez dit Ferrari, c'est à qui? Ferrari, c'est à moi. C'est ça que vous voulez envoyer comme message. C'est mon écurie. Puis je vais aller faire ça sur le terrain de Lewis Hamilton, puis je vais gagner à Silverstone. C'est un gros message. Si je disais que Antonelli a passé un gros message, je dois saluer celui qui a été passé par Charles Leclerc aussi. Tu as bien raison de le faire. Tu as bien raison de le faire parce que Charles Leclerc, sans que je vois ça nécessairement comme un coup de poing, tu sais, il s'est assuré là, de lever la voix et de dire hey, je suis encore dans le débat, la gang, vous ne m'oublierez pas si facilement que ça. Là. Tu sais, je suis pas battu encore. Il y a assez de Grand Prix pour que je puisse venir jouer un rôle dans cette saison-là. Alors, tu sais, faites pas comme si je n'étais pas là. Et comme en Autriche, on disait qu'il avait l'air plus dans le chemin qu'autre chose. Là, c'était pas le cas du tout là, en fin de semaine. Il était en avant. Pendant la course, évidemment, il était en avant dès le départ. Écoutez, il y a eu une excellente qualification. Il y a eu le meilleur départ. Il a mis une grande partie de l'épreuve. Sa Ferrari a tenu le coup. Il n'y a aucune raison de dire qu'il a été chanceux ou qu'il ne méritait pas la victoire. Il était en avant. C'était à Antonelli de venir le chercher. Puis pour une raison ou pour une autre, il n'a pas été capable de le faire. Ça fait partie de la course. Alors, il n'y a rien, à mon avis, qui enlève le mérite à la victoire à Charles Leclerc à Silverstone en fin de semaine. Ton travail quand tu es un pilote, le premier, c'est quoi, Simon? Battre ton coéquipier. Oui, Check. Il l'a fait samedi tout à fait. après-midi. Après ça, ton travail quand tu pars dans une course, surtout deuxième, un, c'est de finir devant ton coéquipier, parce que c'est toujours ça. Mais deux, c'est de t'emparer de la pole position. Il l'a fait. Après ça, comment que Mercedes a joué sa course, comment que Kimi a géré la sienne, les pépins qui peuvent sortir, les allées et venues, les imprévus d'une course automobile ou d'une course sont arrivés. Puis ça, c'est des choses qui arrivent. Qu'ils C'est aient ça. causé lui-même ou pas, on va en venir là. Mais quand même, ça fait partie de la course. Charles, lui, a mis du stress sur son adversaire, a forcé Mercedes à prendre des décisions, à ne pas nécessairement être en contrôle de la situation dès le début de la course. Et puis ça, pour nous à la maison, qui veulent voir un spectacle, qui veulent pas nécessairement voir on ne souhaite pas de malheur à Mercedes, mais voir Mercedes gagner toutes les courses cette année non plus, ben de voir quelqu'un qui emmène la bataille à la meilleure écurie présentement, ben on peut pas ne pas s'en réjouir, puis il faut saluer le travail autant de Ferrari que de Charles Leclerc. Oui, parce qu'en fin de semaine, Charles Leclerc, il était présent, il était là. Et je vais te concéder que quand j'ai vu les résultats de la qualif, j'ai eu peur que Ferrari joue une espèce de stratégie. Depuis que Fred Vasseur est là, j'ai l'impression qu'on n'est plus là-dedans. Mais tu sais, historiquement, Ferrari, on joue souvent en équipe. Et là, j'avais peur qu'on dise à Leclerc, va faire le lapin en avant. On va souhaiter qu'Antonelli morde à l'abson puis qu'il se défonce pour rester de se coller à toi. Puis pendant ce temps-là, ben, il va user sa voiture puis Hamilton va venir récolter en fin de parcours. Mais ça n'a pas été ça du tout. Ça a été plus même, on a plutôt dit à Hamilton, écoute, pour toi, ça va moins bien en fin de semaine. Ralentis le don en arrière, le jeune, pour laisser de l'espace à Leclerc. Et ça a bénéficié. Et comme tu as dit, c'est vraiment pas du ressort de Charles Leclerc si Mercedes n'a pas été capable de rattraper en fin de course, puis si Antonelli, pardon, a dû abandonner. Alors, bravo Ferrari, bravo Charles Leclerc, c'est sa course. Et il était temps, sincèrement, qu'il replace les choses parce que depuis qu'il avait signé le contrat, ça allait pas bien. Mais là, c'est comme si on effaçait tout ça et on part sur des nouvelles bases. C'est tellement un bon gars, Charles. Moi, je l'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est une bonne personne. En tout cas, on le voit, là, il a l'air d'une bonne personne. Puis, Ouais.
il mérite. C'est un gars qui se tape beaucoup sur la tête. Hein. Je sais, ça, c'est un côté que t'aimes moins. Puis moi aussi, j'aime pas les victimes non plus quand ils se victimisent. Là, je suis pas un grand fan de ça, ce côté-là. Mais c'est un gars qui peut-être qui se remet trop en question, mais a réussi à retrouver le droit chemin, on l'espère. Mais ça ressemblait plus à ce que Charles nous a habitués depuis ses débuts en Formule 1. C'est un gars qui est extrêmement agressif. C'est un gars qui en laisse beaucoup sur la piste. Je le disais parfois depuis le début de la nouvelle réglementation, je le disais il y a quelques minutes pour les gens qui nous écoutent au complet, dans l'autre bloc, comme quoi que je, je- moi, je trouve que Charles, souvent dans des bagarres, laisse tellement de sa voiture qu'après ça, ben, il fait juste comme couler dans le fond de l'eau, puis il réussit pas à. Il descend, il perd les positions plutôt que de rester à l'avant. Mais aujourd'hui, j'ai pas senti que c'était ça. J'ai senti qu'il a très, très bien géré sa course. Il a compris la machinerie, la mécanique qu'il avait entre les mains, puis comment en extraire le meilleur. Ça veut pas dire que Ferrari est la meilleure voiture aujourd'hui. J'en doute vraiment si les gens pensent ça. Mais on a quand même vu des bons côtés de cette voiture-là en fin de semaine à Silverstone. Le fait qu'on a emmené les gommes les plus dures du côté de Pirelli, ça nous a peut-être rendu service parce que autant qu'on pensait qu'on était bon pour gérer les gommes, Autriche nous a montré d'autres choses. Là, on était dans quelque chose qui ressemblait plus à ce qu'on avait dans le début de l'année lorsqu'on était capable de faire. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent à ça. Puis le fait qu'on n'est pas certain de ce que Ferrari a fait en fin de semaine, c'est la même chose qu'on nous dégage un peu du côté de l'écurie, parce que Fred Vasseur, même si on avait voulu diminuer les attentes, autant qu'est-ce que Lewis Hamilton avait dit, j'ai l'impression que chez Ferrari, on a hâte d'analyser les données de Silverstone puis d'essayer de comprendre quelque chose, parce que j'ai pas l'impression qu'on comprend exactement tout ce qu'on a fait de bien en fin de semaine pour que pour donner une chance. Puis ça, sous tout respect, là, ça arrive comme ça. On a vu Mercedes se chercher pendant 4 ans aussi. Ça arrive. Mais je veux dire, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas toute notre voiture encore, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des données. On a 2 pilotes qui nous ont donné des points à part de ça. Moi, Leclerc, je pense que tu es d'accord avec moi d'y donner le pilote des cœurs parce qu'on s'attendait à beaucoup de lui, il fallait rebondir. Puis notre commanditaire Oui, des cœurs oui, incorporés oui. construit des escaliers qui aident les gens à atteindre l'autre niveau. De Laval à Tremblant, vous pouvez avoir un service humain sur mesure en faisant affaire avec des cœurs incorporés. Je trouve que ça se prête bien à Charles parce que s'il avait terminé 7e, là, on serait en train de parler d'une tragédie. C'est épouvantable ce qui se passe depuis qu'il a eu son contrat puis tout. Là, il vient de gagner 25 points. Je pense qu'il vient de frapper le seuil des 100 points aussi au classement. 4e aussi. Tu sais, là, tout d'un coup, là, tu regardes le portrait, quelqu'un qui n'a pas écouté les courses, tu as juste regardé du Charles, il a une bonne saison. Je ne vais pas jusque-là, mais aujourd'hui, en tout cas, il mérite le titre de pilote des cœurs, ça, je suis d'accord avec toi. Si on regarde du côté d'Hamilton, donc on va le faire tout de suite, Lewis Hamilton. Euh, il a terminé 3e, il y a eu des circonstances. Moi, je l'ai trouvé brouillon. Là. OK? Puis, je t'explique pourquoi. Quand on parle du championnat, c'est quoi qu'on dit? On dit Kimi n'a pas d'expérience. On dit George a l'expérience, mais n'a jamais été mis dans cette position-là. Mais on dit attention au septuple champion du monde parce qu'il a été mis dans cette situation-là à plusieurs reprises dans sa vie, courir après un titre ou aller en chercher un. Il a vécu ça. Il arrive à Silverstone, fait un faux départ. C'est quelque chose de, pour moi, avec l'expérience, ça Et peut arriver. Ouais, mais il a essayé d'anticiper le départ. Moi, je comprends là, qu'il y a une pénalité là-dessus. Mhm. Et je blâme pas parce que tu bouges, c'est une pénalité, point final. Il n'a pas vraiment sorti de sa boîte. Là. Il a essayé d'anticiper, puis ça s'est retourné contre lui. Moi, Mais c'est le même que je le vois. ce 5 secondes-là, s'il ne l'a pas, ça le place où au fil d'arrivée? Ouais, ben là, c'est sûr que le résultat est faussé aussi parce que ça s'est terminé sous la voiture de sécurité. Mais je pense que ben, c'est une bonne question. Là. Attends, il a Ouais. terminé. Si Ben, non, t'enlèves non, ça puis 5 secondes, il finit devant Russell, tu vas me dire? ouais. Ouais, c'est vrai. Non, puis je veux pas te mettre dans une mauvaise position de faire des calculs puis tout, mais je te dis juste, cette 5 secondes-là, oui, il l'a purgé, mais dans une course autant compétitive où ce que justement le pilote qui a la même voiture que toi a gagné, tu peux pas te permettre de partir avec 5 secondes. Dans une compétition aussi féroce avec les Mercedes, où ce qu'on est dans une bataille de développement, tu es un septuple champion du monde, tu as 100 quelques victoires, des podiums à n'en plus finir, les records de tout, tu es à Silverstone, je comprends que il avait hâte de partir, mais il s'est tiré dans le pied aujourd'hui, le Lewis. Il a causé ses propres problèmes. Puis là, on va en venir aussi. Le jaune qui n'a pas respecté, finalement, il s'en est bien sorti. Parce que avec les circonstances de fin de course, s'il avait la pénalité, parce que ça aussi, ça revient à lui, il n'a pas vu le drapeau jaune, il a réussi à bien se défendre. On a fait une bonne. On a bien plaidé ça devant les commissaires, puis on s'en est sorti. Ça,
c'est quelque chose aussi que je trouve ça spécial qu'on lui a donné juste une réprimande, mais peu importe. S'il t'accumulait ces 5 secondes-là, il terminait la journée avec 0 point. Pas à cause d'un problème mécanique, pas à cause d'un Ouais. DNF, pas à cause de choses. C'est le gars qui a le plus d'expérience dans cette course au titre-là présentement. Puis il s'est tiré dans le pied 2 fois aujourd'hui à Silverstone. Moi, j'ai trouvé que c'était brouillon de sa part dans un moment où tous les points sont tellement importants, puis c'est le temps de s'affirmer. Pendant que, justement, Charles s'est affirmé aujourd'hui, que Antonelli l'a fait au cours de la fin de semaine. J'ai pas trouvé que Lewis a nécessairement fait ça, à part avec la pole de vendredi. Ben, moi, pour ce qui est du faux départ, je pense que Lewis savait là, que, tu sais, il n'était pas le plus rapide des deux Ferrari. Aujourd'hui, il n'avait pas la voiture pour aller aussi vite qu'il aurait voulu. En tout cas, il n'était pas à l'aise. Il a essayé peut-être un peu d'anticiper pour se donner un avantage. C'était assez retourné contre lui. Je suis d'accord avec toi, mais il a essayé quelque chose. Le deuxième 5 secondes, je l'ai vu là, sur les écrans à Sky Sports. Il aurait fallu qu'il voie la lumière sur son volant. Alors, on peut lui reprocher de ne pas avoir vu la lumière sur son volant. Oui, j'en suis. Je pensais qu'on allait le pénaliser, sincèrement, vu que c'est un élément de sécurité et qu'on ne joue pas avec ça. Mais on a reconnu qu'il sortait d'une bagarre et qu'il surveillait ses miroirs. Alors, oui, tu as raison de dire, on l'a bien plaidé. On lui a donné le bénéfice du doute. Par contre, moi, j'aime pas quand on donne des pénalités de 5 secondes et qu'on applique ça dans une course qui se termine sous la voiture de sécurité comme aujourd'hui. Ouais. C'est pas la même chose que quand tu as une course normale avec 2-3 secondes entre chaque voiture. Je trouve qu'on devrait trouver une autre solution dans des circonstances comme celle-là. Parce que ça aurait été, oui, il a été brouillon, mais ça aurait été quand même une pénalité trop forte, je pense, que de le sortir des points. Et alors, est-ce que la FIA a tenu ça en ligne de compte sans le dire officiellement? Ben, peut-être bien. Moi, ça me dérange qu'on a tenu ça en ligne de compte, mais du côté amateur, je veux qu'on garde 3 personnes dans la course au titre, si on peut même en Oui, joindre ça, je 4 suis ou d'accord 5. avec toi. Puis je pense que je suis pas le seul. J'ai l'impression que la Ouais, FIA ouais. voulait aussi garder 3 pilotes dans la course au titre. Je sais que Kimi Antonelli, certains diront, ben lui, il a quand même donné une pénalité pour avoir court-circuité les choses, mais on dirait que je ne vais pas tomber dans les conspirations, mais j'espère qu'on ne fait pas ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté sentimental puis qu'on regarde un peu le tableau des points des fois quand on prend des décisions. Ben, Parce que ouais. Martin, je vais pas être plate, là, mais on a toujours un peu fait ça, là. Si tu regardes Ouais, l'histoire de ouais, la Formule 1, les circonstances, d'où est rendu le championnat, tu sais, ouais. ça joue un peu. Ça veut pas dire que c'est intégralement puis qu'il y a des conspirations. Mais on le sait qu'on doit donner un spectacle. Donc, tu sais, Mhm. sans que ça influence toutes les décisions, ça joue un peu en ligne de Puis, compte. C'est des humains, hein? puis je ferai pas l'hypocrite. Tu as raison qu'on fait ça depuis longtemps. Puis il n'y a pas juste la F1. Tu sais, je vais faire une comparaison avec le hockey, mais Ben oui. tu peux décapiter un gars en saison régulière, puis ils vont te donner 8 matchs ou 10 matchs, puis ils vont passer un gros message. Tu vas faire le même geste en série, tu vas t'en sortir avec 1, 2, 3, ça va être bien exagéré, là. C'est très, très rare qu'on va sortir les mêmes suspensions en série parce que là, il y a un enjeu. Puis oui, tu as décapité un autre joueur, mais on pourrait pas priver une équipe d'un bon joueur pendant tant de matchs. On les sortirait des séries, on veut pas avoir un impact, fait qu'on minimise les suspensions. Ça, c'est un peu ça. On a analysé, on a dit, ouais, mais là, si on sort Lewis des points, comme tu dis, tu as raison, c'est pas juste de le sortir des points. Sauf qu'on l'a déjà fait avant à d'autres pilotes. Je regarde Oui. Charles Leclerc à Miami. C'est une belle circonstance. De mémoire, c'est à Miami qui a court-circuité tous les virages à la fin. Ah Il y oui, à avait dernier, parce qu'il y a des problèmes un peu comme Antonelli. exact. Fait que je suis Ouais. pas surpris que la constance qu'on a eue, tu sais, Antonelli, je vois que Mercedes voulait plaider sa cause. Je suis pas surpris qu'on lui donne la pénalité quand même parce que là, je trouve qu'il y a une forme de transparence de dire oui, même si c'est un bris mécanique, Charles, on lui a pas donné le droit de le faire, donc tu n'auras pas plus le droit. Il venait d'avoir une voiture de sécurité de mémoire à Miami, là, j'essaie de me rappeler, même si c'est pas si loin que ça. T'as raison. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Fait que l'impact de cette pénalité-là sur Charles a été très, très grande. Ça l'a sorti des points, si je ne m'abuse. Puis là, on a fait la même chose avec Kimi Antonelli, qui pourtant est aussi dans une course au titre, sauf que, il y a une poignée de points d'avance. Encore là, ça va un peu aller dans le même sens de ce qu'on veut, se dire, gardez ce spectacle-là. Je sais, là, j'aime pas ça tomber dans les grosses, mais c'est difficile aujourd'hui quand j'ai vu de cette décision-là. Surtout que Lewis est allé publiquement dire qu'il pensait être pénalisé parce qu'il n'a pas vu le drapeau jaune puis il aurait dû le voir. Surtout quand que lui plaide coupable. C'est pour ça que je dis qu'on a monté une cause en arrière après ça, puis on a changé la version, puis on a travaillé là-dessus, puis on l'a aidé. Mais quand même, j'ai de la difficulté aujourd'hui. Quelqu'un m'écrirait, ça a été arrangé, ils ont fait. J'aurais énormément de difficulté à trouver des arguments, de dire non, on a respecté la ligne, voici jurisprudence, normalement on fait ci, on fait ça. J'ai pas vraiment d'exemple à montrer pour dire oui, normalement on donne juste une réprimande à quelqu'un qui respecte pas un jaune pendant que quelqu'un est dans la barrière, qui l'a probablement Ben, vu aller dans la barrière en plus.
te souviens-tu, Qatar 2024, c'était Verstappen qui menait, Lando Norris derrière, puis Verstappen avait dit, hey, d'après moi, je pense Double que jaune. Norris n'a pas respecté. C'est ça. Ouais. Puis, effectivement, c'était sous la voiture de sécurité qu'on avait donné la pénalité, puis là, ça avait sorti Norris des points. Ouais. Et Andrea Stella était sorti en disant, ben là, c'est parce que, tu sais, il y a une différence entre un 5 secondes en pleine course puis un 5 secondes sous la voiture de sécurité. Et j'étais d'accord avec lui. Moi, je le suis encore aujourd'hui, mais je comprends ce que tu me dis. Et c'est vrai là qu'on pourrait peut-être faire un plus grand effort pour être conséquent puis surtout garder la ligne. Ben là, Mais tu fais bien de le dire parce qu'au Qatar, de mémoire, oui, c'est ça, tu as dit, c'était au Qatar. On était ouais. dans un championnat. Là, Lando Norris Ben, en courait. fait, non, le championnat venait d'être décidé avec la course précédente. C'était juste pour la victoire. Là. Ah, fait que c'est pas la même. On a pu prendre cette décision-là facilement parce Ça qu'on avait moins pouvait. de conséquences, ça, c'est clair. Ouais. Il y avait le championnat des constructeurs, par contre, qui n'avait pas été attribué. Ouais, ça s'était réglé à Vegas, t'as raison, puis c'est pour ça, ça n'avait pas de conséquences. Fait que c'est pour ça qu'on s'est pas gêné de pénaliser. Le fait aussi que c'était à Silverstone, on voulait peut-être éviter les émeutes, puis on aurait peut-être dû mieux gérer la... on aurait peut-être dû Bon mieux gérer les point! fêtes de course. Ouais, c'est pas évident, là, tu sais, Ruiz Marquez s'est dit, ben moi, je me tente d'aller souper chez nous à ce soir, là, je veux sortir d'ici. C'est un excellent point qui Ouais. sort. En tout cas, si on sort de là, il faut quand même régler l'histoire des voitures de sécurité. Parce que les gens vont écouter le podcast, vont dire, ah là, Ah vous n'avez oui. pas parlé de ça. Tu as fait des liens avec 2021 tantôt. C'est drôle, parce que c'était pas un lien en lien avec Abu Dhabi, c'est un lien avec ce qui s'est passé dans la barrière, avec Verstappen et tout ça. Là, c'est dur de ne pas en faire. On ne tombera pas là-dedans, même si on devrait, parce que c'est une situation qui n'a jamais été réglée. Il y a des gens aujourd'hui que j'ai trouvé épouvantables dans leurs commentaires, qui étaient les premiers à dire qu'il faut respecter les règlements, que là, tout d'un coup, on trouve, ben, on aurait dû alléger le règlement parce qu'on voulait un spectacle. Si vous n'avez pas aimé ça en 2021, on ne peut pas aimer ça en 2026. Puis la raison pourquoi on se retrouve encore dans cette situation-là, qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut pour une fin de course, c'est que ça n'a jamais été réglé, ça n'a jamais été vraiment adressé, parce qu'on a laissé un peu de la même façon qu'est-ce qui était déjà écrit dans les règlements. Là, bien sûr, on voulait repartir cette course-là, comme tout le monde, on voulait un spectacle. On voulait ce dernier tour-là. Puis là, l'erreur qui a rajouté à tout ça, c'est qu'on est allé dire aux gens qu'il y en aurait un spectacle, qu'on allait relancer. Finalement, ça a été Ouais. une erreur, puis on a avorté. Fait que j'ai de la misère à tempérer à quel point on a mal géré cette situation-là, dans le sens qu'on a respecté les règlements. Oui, on a fait l'erreur de dire qu'on repartirait, si on aurait pu éviter ça. On a tout respecté ce que notre politique qu'on a, mais on a quand même des partisans qui ont hué la fin de la course. Une course qui avait été, une fin de semaine qui avait été spectaculaire, qui avait eu du spectacle haut en couleur, puis tu réussis la Formule 1 en voulant contrôler ton image, en voulant respecter tes règlements, en voulant respecter. Tu te fais quand même huer à la fin d'un Grand Prix. C'est pas parce que c'est pas les pilotes qui ont été hués, c'est les directions de course. Donc, sans lancer une flèche à eux, parce que, encore là, je l'ai dit, on a respecté ce qu'on avait. C'est plus à le livre de règlement, techniquement, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le point de vue des spectateurs, dans le point de vue d'un demi-million de partisans sur tout un week-end qui ont été présents là. Je sais que c'est sur 3 jours, 4 jours, là, mais peu importe le nombre de personnes qu'il y avait dans ces estrades-là, il y en a qui sont repartis fâchés malgré tout le show que tu leur as donné, toute l'ambiance qu'il y avait. Donc, pour moi, je me dis en tant qu'organisateur, en tant que, je veux dire, que Formule 1, en tant que ligue sportive, tu as fait probablement une petite erreur quelque part où tu dois revoir quelque chose. Ben, c'est pas facile, hein. Puis, tu sais, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que si je me souviens bien, 2021, il restait 5 tours et là, il en restait 7 aujourd'hui. Ouais. Donc, tu as plus de temps pour faire le travail qu'en 2021. Tu sais, c'est peut-être ça la différence. Par contre, j'aurais bien voulu, moi, ma priorité, c'est toujours, tu as un règlement, là, respecte le règlement, sinon, tu sais, si tu viens causer préjudice à quelqu'un, Puis on veux l'a pas. fait aujourd'hui. Ça, c'est important Aujourd'hui, de on le l'a dire. fait et je Ah ouais. préfère qu'on ait fait ça. Ça veut pas dire que c'est le fun. Non. C'est ça. Ouais. Tu sais, peut-être qu'on peut amender le règlement en entre-saison, peut-être même dans la saison, on le fait des fois. Un coup que les retardataires, qui sont des retardataires, là, pas besoin d'être proches, là, tu sais. Un coup qu'ils ont dépassé la voiture de sécurité puis qu'ils ont un demi-tour là, de fait, là, tu sais, donne-toi peut-être une latitude. Là, il y a peut-être une raison XXX là, pourquoi on le fait pas, puis je la connais pas. On l'apprendra dans les prochains jours. Presque, tu sais, c'est un peu un coït interrompu Oui. qu'on a vu aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on est déçus, puis je pense que c'est normal. Et sauf que la solution, c'est de donner un drapeau rouge, puis tout le monde peut sortir, puis tout le monde Non. peut mettre des pneus neufs, puis tu sais, là, on repart à... Je suis pas certain non plus. On l'a fait quelques fois dans l'histoire, puis on est comme moins entiché de le refaire. Puis tu sais, là, je vais changer de série. Et on l'a fait à Indianapolis cette année. On a donné un tour, ça a donné un finish extraordinaire. Mais en mon sens, on vient quand même un peu fausser les résultats.
Mais Ça, si c'est juste moi. Moi, j'entends François Goulet depuis que c'est arrivé. J'entends juste François dans mes oreilles qui me dit de ça plusieurs mois, c'est peut-être l'année dernière, dire le fameux relance 2 tours après safety car. Que tu es certain que tu peux pas terminer sur un jaune, tu peux pas terminer sur une voiture de sécurité. En tout cas, il y a une procédure là, d'établie. Je comprends qu'il Mhm. faut monter le niveau de carburant dans les voitures, mais pour éviter que ça arrive, on pourrait pas avoir un peu de. Ou tant pis, il y aura des voitures qui tomberont en panne, ceux qui ont joué trop le show. Peut-être que je ne serais pas d'accord avec ça, mais c'est quelque chose qu'on va certainement pouvoir en parler dans le entre-deux courses qui va sortir vendredi. Ben, Euh, mais je suis d'accord avec toi, c'est que la Formule 1 doit trouver un moyen pour éviter ça le plus possible. Puis c'est sûr que si quelqu'un sort de piste à 3 tours avant la fin, sur la sécurité aujourd'hui en Formule 1, et avec raison, puis on n'a pas le choix d'être d'accord avec ça, mais ça donne aussi des fins de course comme on a connu. Puis je pense qu'il y a moyen de s'organiser pour qu'on évite ça le plus possible. Puis tu as ouais. raison, à la limite, même si ça vient fausser un peu le résultat, IndyCar fait ça depuis des décennies, puis aujourd'hui, plus personne s'en plaint. Là. Non, puis moi, mon but, c'est pas de fausser le résultat. C'est que ça se termine comme ça. Ça a commencé, c'est une course, ça finisse avec une course. Quand c'est la voiture de sécurité, puis là, pour l'image, on laisse rentrer la voiture de sécurité parce qu'on voudrait pas que dire Ah, c'est la Mercedes qui a gagné la course parce que ça paraît pas bien. Ouais, Bernd Manleider, winner. Ouais, exactement, parce que je vois déjà les réseaux sociaux s'enflammer puis écrire. Fait que c'est pour ça qu'on le fait rentrer avant, puis là, on laisse vraiment le pilote, c'est symbolique, là, qui lui passe le fait d'arriver en premier. Mais comme je reviens à dire, le monde n'était pas content de 2021. Oui, ça a eu l'impact sur un championnat, mais le monde n'est pas plus content aujourd'hui. Pourtant, le livre a été respecté. C'est ça qui est dur à dire. Pour ça qu'encore là, je pense qu'il y a ajustement à apporter. Ça sera pour un autre débat, voir qu'est-ce qu'on peut faire Mhm. avec ça, mais je pense qu'il y a ajustement à faire. Si on regarde maintenant Antonelli, il faut parler parce que Kimi a eu un départ difficile, encore une fois. J'ai j'ai eu de la difficulté. Au début, il a fallu que je le revoie une autre fois. Je dis, c'est Charles qui a été très, très bon. Les Ferrari qui ont sorti comme en début de saison. Ou c'est aussi Antonelli qui a eu un mauvais départ. Puis c'était un peu les deux. Il y a Leclerc, les Ferrari ont très bien parti. Mais Kimi Antonelli, encore une fois, ça n'a pas décollé comme il aurait voulu. Il y a eu un problème de sa part ou un problème de préparation. Encore une fois, ça semble être pas juste chez Red Bull qu'on n'a pas tout compris comment lancer une voiture. Ben, tu as raison de dire. Le départ des Ferrari n'a pas été aussi supérieur qu'en début de saison. Et Antonelli n'a pas été aussi mauvais qu'en début de saison, parce qu'il y a eu quelques très mauvais départs. Mais c'était quand même pas suffisant pour avoir le dessus sur les Ferrari. Puis là, de se faire dépasser à la limite par une, c'est quelque chose. De se faire dépasser par les deux Ferrari, là, tu viens de te compliquer la vie drôlement. C'est pas ça qui a décidé la course, mais ça aurait pu être le cas. Alors, tu sais, Antonelli, il va falloir qu'il apprenne à travailler sur certains aspects. Mais en même temps, je pense qu'il faut quasiment le remercier de ne pas être parfait parce qu'il n'y en aurait pas de course au titre sinon. Mais oui, il ne s'est pas aidé avec son mauvais départ. Puis je suis content à quelque part de voir que Ferrari a gardé un petit peu son avantage là-dessus parce que moi, je l'ai encore sur le cœur, là, le 5 secondes qu'on donne aux autres équipes. Là. C'est un gros avantage qu'ils ont perdu Ferrari en début de saison. Là. Oui, oui. Puis j'ai trouvé, on a été bons joueurs du côté de Frédéric Ben Vasseur oui, parce que j'imagine un Christian Horner qu'on aurait voulu y enlever un avantage comme ça, on en oublie entendra ça. encore parler. Là. Puis Toto Wolff, la même chose. Oui, oui, la même phase. Je veux pas juste lancer la pierre à Horner. Là. Puis même moi, si j'étais dans l'écurie Ferrari, j'en voudrais peut-être un peu à Frédéric Vasseur d'avoir été l'équipe d'ingénieurs qui a pensé à ça. A dit, écoute, là, je nous ai donné un avantage, je nous ai donné quelque chose de spécial. Si tu me payes pour ça, puis tu te bats pas pour nous le laisser. Mais encore, il était bon joueur, il était au nom du sport, Frédéric Vasseur, puis chacun ses méthodes. Mais c'est quelque chose que peut-être qu'il aurait pu le faire différemment parce que là, on va peut-être en payer les prix au bout de la ligne. Aujourd'hui, ça a bien été. Le départ a bien été exécuté de la part des deux Ferrari, comme tu dis, Hamilton qui passe là. J'ai quand même trouvé que Kimi a été bon joueur de ne pas prendre des risques inutiles, tu sais, de défendre avec des gros coups de volant agressifs et tout ça, de Ouais. comprendre que. Parce qu'on a de la misère, hein, des fois, tu sais, quand on disait tantôt, est allé chercher le tour le plus rapide en fin d'épreuve, donc on se dit, OK, est-ce qu'il comprend exactement toute l'importance? Mais là, j'ai trouvé que là, c'était une belle présence d'esprit. Du moins, j'ai pas trouvé que ça a été un gars immature qui a voulu dire oh non, non, vous passerez pas, puis c'est pas vrai que je vais perdre ma pole. De comprendre, non, non, t'as une bonne voiture, laisse-les venir à toi. La course, tu dis que ça a peut-être pas eu d'impact sur le résultat. D'accord avec toi, sauf qu'il a quand même dû travailler très fort. Après ça, tu sais un peu plus. Là, on est dans les peut-être, là. Attaquer un peu plus les vibreurs qui ont finalement fini par, au bout de 50 quelques tours,
casser sa voiture, puis le faire en sorte que là, il y a pénalité s'ensuit, puis tout a décroché de là. On le saura jamais, Simon. Fait que t'as pas tort, puis j'ai pas raison. Mais est-ce que tu... Ben, Ouais, je pense que tu as un peu raison malgré tout. Tu sais, en y repensant, là, ouais. oui, ça a joué. Parce que. Mais termine ton explication, puis je Mais finirai non, non, après. mais vas-y, je veux pas dire, comme je te dis, on le sait pas. Tu sais, moi non plus, je le sais pas, mais Ouais. je me dis, c'est trop facile de dire, ah, ben, s'il avait été premier, il n'aurait pas cassé sa voiture. Moi, je suis pas prêt à dire ça. Sauf que le fait qu'il a dû travailler pour des positions, peut-être que ça n'a pas aidé non plus. Je regardais aussi que Toto Wolff n'était pas tout à fait content du réglage qu'on avait choisi. Donc, est-ce qu'il s'est rendu compte que dans le fond, on avait opté pour quelque chose qui était plus bas, peut-être plus agressif, qui a peut-être aidé Kimi non plus aussi au cours de la fin de semaine. Félicitations à lui et à Bono. Si on avait trouvé quelque chose du côté du garage pour justement avoir un avantage sur George Russell, puis on avait été peut-être un peu plus agressif de mettre la voiture justement mettre un plus gros stress sur la suspension pour aider justement les gommes à monter en température, avoir des taux plus rapides en qualification, avoir un meilleur contrôle. On est tous dans les hypothèses, dans les suppositions. Mais je sais que Toto Wolff n'était pas tout à fait heureux il a dit un réglage trop agressif qu'on avait été là, du côté. Donc, c'était pas nécessairement juste sur le pilotage qui reprochait. Là. Mais comme la course allait se décider quand même dans les derniers tours, tu sais, peut-être que tu avais besoin de ces réglages agressifs-là. Sans Exact. ça, effectivement, tu aurais été davantage largué. Ça, on ne nous le dira jamais. Puis de toute façon, comme tu dis, finalement, on ne le saura pas, on n'aura pas la certitude. J'adhère pas mal à ce que tu dis. Il y a quelque chose, par contre, tu sais, Antonelli, dans mon esprit, il allait gagner la course. Là. En fin de course, il aurait dépassé Leclerc. Je pense que son rythme était supérieur et tout. D'accord avec toi. Euh, Est-ce qu'il s'est défoncé plus qu'il aurait fallu pour le rattraper? Peut-être. Parce que ce que tu disais sur les premiers tours, moi, j'ai aimé ça. Je suis d'accord, il a appris la leçon de l'Autriche. Autant en sprint qu'en course, il n'a pas eu l'air. C'était pas du n'importe quoi ces premiers tours. Il attendait son moment. Puis quand c'était le temps, je vais te dépasser. Puis aie ton plaisir pendant que tu t'en profites, les Ferrari, mais à la fin, c'est moi qui vais aller chercher la victoire. C'était quasiment ça, son état d'esprit. Et ça aurait très bien pu se concrétiser. Sauf que là, est-ce qu'il a été trop agressif en voulant justement à la fin, se défoncer plus qu'il faut pour rattraper Leclerc le plus rapidement possible, qu'au lieu d'attendre qu'il reste 3 tours, il voulait l'avoir à 5 tours avant la fin? C'est possible. Moi, ma certitude, c'est que tu peux pas nécessairement, il est encore jeune, là, mais tu peux pas nécessairement changer ton style de pilotage. Puis il y aura bien des grands prix, puis il y en a déjà, où le style agressif d'Antonelli va l'aider. Il y aura des grands prix aussi, son style agressif va lui nuire. Puis aujourd'hui, c'est ça qui est arrivé. Alors, tu sais, t'es ce que tu es. Des fois, c'est négatif, des fois, c'est positif. Aujourd'hui, malheureusement, pour Kimi Antonelli, c'est négatif. Et il devra peut-être travailler ça. Mais, tu sais, les plus grands champions de Formule 1, ce qu'ils apprennent un jour, c'est aller vite. Pardon, c'est aller vite lentement. Going fast, slowly. Sois fluide. Faut pas que ça paraisse nécessairement que tu te défonces au volant. Puis Antonelli, évidemment, il est jeune, il n'est pas encore là. Et je pense qu'aujourd'hui, il a payé le prix à cause de ça. Un jour, il le sera. En tout cas, je pense bien. Mais là, aujourd'hui, il a payé le prix. Est-ce qu'on l'a mis dans une mauvaise position en le laissant trop longtemps sur les médias? À un moment donné, ça l'a mis un petit peu. Ouais. Ouais, ça l'a dérangé. C'est-tu là qui a trop poussé parce qu'il peut-être qu'il sentait qu'il y avait un vide à combler et que les autres le rattrapaient. Bono, pourtant, faisait un bon travail de le calmer. Comme dans la journée de samedi aussi, qui dit pourquoi je sors en premier pour la qualification, soit dit en passant, ça faisait partie de l'accomplissement aussi d'avoir été le premier puis d'avoir livré Ouais. un tour. Mais, tu sais, on est dans les. Encore là, je suis dans les peut-être, Simon, puis on va passer à quelqu'un d'autre, mais à un autre pilote, mais tu sais, c'est toutes des circonstances, je me dis, c'est quand même un jeune pilote, tu le laisses 40 tours sur des médias, à un moment donné, il se pose des questions, je suis là, peut-être qu'il a monté un peu trop ses vibreurs à ce moment-là aussi. Là. Ouais, puis si c'est le cas, fais confiance à tes ingénieurs parce que la stratégie était la bonne. Là, Ouais. on le sait là, il aurait rattrapé Leclerc, il aurait eu sa chance de le dépasser, il aurait été plus rapide que lui. On lui avait donné ce qu'il fallait. Il a un petit peu trop poussé. Puis c'est sûr que Toto Wolff a dit la voiture n'aurait pas dû casser, mais ça, c'est la chose à dire dans les circonstances pour aider ton pilote. Antonelli, malheureusement, c'est pas aidé là, avec son agressivité. Russell, est-ce que tu as quelque chose à dire sur George? Parce que Oui, il il sort peut avec plus un dire qu'il bon. est malchanceux. Non, exactement. Exactement. Je pense que c'est un bon point.
La malchance frappe Antonelli, elle frappe pas juste son côté du garage, donc il n'est plus une victime. Donc, il doit répondre dans ce championnat-là. Il se replace quand même bien, il termine deuxième. On pourrait dire, là, si on était dans un environnement Red Bull, on dirait, ben, Verstappen tombe, c'est à lui de ramasser la victoire. Il n'a pas réussi. Il y a eu aussi Ferrari qui a joué qui a aidé beaucoup là, en faisant rentrer Lewis Hamilton. Mais j'ai envie de t'entendre là-dessus, tiens, parce que as-tu eu l'impression qu'on a rentré Hamilton pour être sûr qu'il ne dépasse pas Charles Leclerc? Parce que moi, c'est l'impression que j'ai eue. Ben, pour être transparent, je me suis demandé pendant un bon bout de temps si Ferrari n'allait pas demander à Leclerc de laisser passer Hamilton, mais je me suis dit, c'est Fred Vasseur maintenant, donc ils ne le feront pas et c'est tant mieux. Ouais. Mais non, je pense pas. Je pense que Ferrari a fait ce qu'il fallait. C'est Mercedes qui a pris un pari et honnêtement, si on avait eu un tour de course à la fin, je pense qu'Hamilton dépassait assez facilement Russell. Mais tu sais, Russell est venu assurer la victoire à Leclerc. Je pense que Mercedes a été chanceux en quelque sorte. Ils ont pris un pari, puis ça a fonctionné. Donc, tout est bien tombé pour eux. Tout est bien tombé pour Russell. Par contre, en fin de semaine, on a parlé comme il en arrachait pendant les qualifs, puis pendant la sprint et le vendredi, etc. Et tu vois, dans la vie, des fois, il faut persister, même si c'est difficile. Continue de te battre, puis là, au final, il va chercher 18 points. Là. C'est un excellent résultat dans les circonstances. George Just Drive. C'est ça qui. Oui, George exactement. Just Drive. Et oublie ça, là, George, des problèmes, dis pas ça à la radio, puis Toto l'a dit clairement après la course. Il aime tellement pas ça quand c'est public. Ben ouais, quand on va commencer à dire. Moi, c'est Lewis Hamilton, après la course sprint, qui a tout expliqué où ce qu'il prenait, son énergie, puis là, l'autre, il le déployait là-bas. Puis là, j'étais là comme, Lewis, je pense pas que c'est une bonne idée de dire ça. Là. Tu sais, je comprends que c'était transparent, c'était le fun, mais il disait tout ce qu'il pouvait faire, puis où est-ce que la Ferrari, où est-ce que la Mercedes était plus puissante que lui. Puis là, je vois George à la fin qui veut commencer à expliquer où est-ce qu'il y avait moins de vitesse. En tout cas, ça, c'était très drôle, Toto qui coupe ça. Non, non, c'était beau, c'était correct, George. En tout cas. Mais oui, Hamilton, moi j'ai eu l'impression, ce que je voulais te dire tantôt, puis c'est que quand j'ai vu Charles rentrer, c'était la bonne décision. Mais j'étais là, ça place Ferrari dans une drôle de décision parce que là, on n'a pas le choix de faire rentrer Lewis. Parce que si on avait laissé Lewis en piste, il s'en venait. Charles aurait probablement sorti derrière Hamilton. Puis là, imagine ce qu'on dirait aujourd'hui. Même si on n'a pas fait exprès, même si, comme tu dis, sous l'air, Fred Vasseur, c'est plus comme ça qu'on pense, ben on serait probablement en train de se questionner présentement si ça n'a pas changé, si ça n'a pas été une consigne d'équipe. Disons que la marmite aurait chauffé un petit peu chez Ferrari sans le vouloir. Peut-être qu'on y a pensé, peut-être que non, mais j'ai l'impression qu'on n'avait pas le choix de prendre cette décision-là parce que sinon on se retrouvait devant cette situation-là où Hamilton, oui, avait des pneus plus usés, moins neufs que ceux de son coéquipier Leclerc, sauf qu'il reste plus de tour à Charles pour le dépasser. Imagine la situation. Ah, ça aurait été. Ah, Mais je pense qu'on s'est dit c'est tout ou rien. Les deux arrêtent ou personne n'arrête. Puis ouais. on voulait éviter ça, justement. Pas le choix. C'est ça le problème des fois d'avoir deux pilotes numéro un, puis d'avoir deux bonnes voitures en avant, puis d'avoir deux pilotes. C'est un heureux problème, mais ça te place dans des situations comme ça où c'est Lewis qui a été sacrifié. Ben, il avait quand même fait des erreurs, comme je dis, il l'a pris là, son blâme avec le 5 secondes et tout ça. Lando Norris qui termine quatrième. Ça a été une fin de semaine difficile, je trouve, pour McLaren, mais Lando a livré la marchandise comme un Verstappen fait bien chez Red Bull dans ses bons moments, de dire livrer le maximum de sa voiture. J'ai envie de te dire que Lando a fait la même chose. Je suis d'accord avec toi. Il a vraiment tiré le meilleur dans les circonstances. Puis ça paraît pas, là, mais c'est une excellente performance. Ensuite, parlant de bonne performance, Isaac Hadjar, qui a réussi à terminer cinquième. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est un des meilleurs fins de semaine de Isaac depuis le début de la saison. Il y en a eu des bonnes, Ben, je pense que c'est ça meilleur chez Red Bull. Oui, c'est meilleur, hein? C'est ça, Oui. Parce qu'Australie, il avait été très bon, mais Max n'était pas là, on ne pouvait pas comparer. T'sais, Max avait eu son auto avait lâché là, dans les qualifications. Là. Mais je trouve qu'il y a genre. Mais parlons-en de Verstappen, parce que je sais que tu veux te prononcer là-dessus. Ça a été une fin de semaine. Il est arrivé de mauvaise humeur, on va se le dire. Moi, j'ai trouvé que dans la course, il s'est battu. J'ai aimé ce que Max a fait parce que j'avais l'impression qu'il avait peut-être lancé la serviette, qu'il n'y avait aucune chance, que Red Bull n'était pas là au niveau performance, moteur, problème avec son moteur. On me posait la question ce matin sur le F1 Podcast si on n'allait pas le changer puis partir dernier ou faire quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas dire non, on ne fera pas ça parce que je trouvais que c'était peut-être une alternative possible. C'est tellement plein sur ce qu'il y avait côté batterie. Finalement, dans la course, ça paraissait pas pantoute. Il y avait l'air d'un gars qui avait chialé pour rien toute la fin de semaine. T'es capable de se battre avec Hamilton à certains moments, livrer une bataille à Russell. Puis là, à un moment donné, ben, il est arrivé ce qui est arrivé. C'est-à-dire, puis on a donné une bonne stratégie en plus. Red Bull il a donné une bonne stratégie de le rentrer tôt pour essayer de provoquer quelque chose. Ce qu'on aime Red Bull, dans l'ADN de Red Bull, c'est ce qu'on fait depuis des années, puis c'est ce qu'on aime voir. Mais
encore une fois, il est arrivé quelque chose de très spécial de la manière que l'arrière de la voiture est décrochée. Tu tournes vers la droite, normalement, la gauche va décrocher puis tu vas partir. Là, tu tournes vers la droite, mais c'est la droite qui décroche, qui te fait dépasser. Ça ressemblait un peu à ce qu'on a vu en Autriche. Au début, je pensais que ça ressemblait peut-être à l'Australie, mais ça n'a pas l'air d'avoir barré les cieux arrière. Mais en tout cas, fin de semaine en ensemble, là, il s'en est passé des choses du côté de Verstappen. On pourrait faire un podcast juste sur sa fin de semaine. Oui, mais moi, j'ai pas aimé son attitude en général. Je te le donne, là, que dans la course, il s'est battu. Tu sais, ça, c'est son naturel. Par contre, il sort de la voiture, il est tellement en furie qu'il plante l'équipe sur la place publique. Ça, c'est pas du leadership, là. Tu sais, on est à un moment où vous en avez parlé vendredi, où, en tout cas, ce que j'ai lu en fin de semaine, c'est le clan Verstappen qui serait allé voir McLaren, puis évidemment, on parle à tout le monde en Formule 1, mais là, qu'il l'aurait publicisé pour mettre de la pression sur Red Bull pour avoir des meilleures conditions. On parle même qu'il y aurait une possibilité qu'il y ait des parts dans l'équipe, tu sais, qu'il y ait de l'équité. Bon, ça pourrait emprisonner Max chez Red Bull, mais j'ai l'impression que là, il se sent coincé. Il n'y a pas tellement d'options, Max Verstappen, puis je pense que ça ajoute à son mal-être en ce moment. Il ne roule pas en tête, il n'y a pas un volant en tête qui semble s'offrir à lui. Il est-tu coincé chez Red Bull? Qu'est-ce qu'il fait? Là, il n'a pas l'air bien. Et moi, je vois pas du grand leadership. J'ai en tête Michael Schumacher. Là, tu vois un pilote qui se crachait dans les mains, puis on va travailler ensemble pour trouver la solution pour aller chercher ce titre mondial-là. Je vois pas ça de Verstappen en ce moment. Donc, il faut qu'il démontre, il est peut-être à un stade de sa carrière où il faut qu'il démontre que c'est un gars avec qui tu vas bâtir une équipe gagnante. Il l'a déjà fait, donc il peut le faire. J'aimerais ça voir ça davantage. Autant il y a quelques courses, je disais que Leclerc manquait de leadership par son attitude, puis là, je trouve ça de Verstappen en fin de semaine. Donc, pour moi, l'idée de dire j'aurais préféré partir de la ligne des puits au lieu de la 7e place, ça grille. Ça, moi, je vois un pilote qui dit moi, je veux juste m'amuser, puis je m'en fous du reste. Pour moi, ça, c'est pas du leadership. Alors, ça manque à Max Verstappen. C'est peut-être la seule chose qui lui manque, c'est ça. Là. Et peut-être que c'est pas lui. Dans ce cas-là, c'est correct. Il est pas comme ça. C'est juste un pilote. Puis c'est un pilote qui veut aller vite, mais il faut qu'il le sache. Moi, je pense que Max, c'est un leader. C'est un leader à sa façon, mais c'est un leader parfois immature, jeune. Ça, il faut le donner. Il a été mis dans une position où très peu de pilotes se mettent obligés de traîner une écurie si jeune que ça. La seule chose que j'ai trouvé, moi, le message que j'ai perçu, c'est qu'il voulait zéro complaisance. Puis l'affaire de ça, tu l'as bien mentionné, il y a des négociations derrière ça qui ne devraient pas arriver. Des négociations sur la place publique. Il y a un jeu probablement d'argent, de décision de se commettre à long terme avec l'équipe, ce qui n'est peut-être pas prêt à faire. Mais il a peut-être trouvé qu'après Autriche, tout le monde s'est un peu tapé des mains, a pensé qu'on avait une solution, qu'on avait une bonne voiture, qu'on était à deuxième force. Puis lui, il voulait faire sûr aujourd'hui que le fait qu'il roulait en troisième place quand ça a lâché, ou qu'il y a eu un bris, ou que peu importe qu'il a fait une erreur, c'était très étrange, mais en tout cas, de la part de la réaction de la voiture, il voulait faire sûr que personne sorte de là, de l'Angleterre, en disant ça a bien été en fin de semaine, puis on est sur la bonne voie. C'est une forme de leadership, mais je te dis pas que c'est la meilleure manière, parce que Lewis, c'est plus du genre à construire, puis il faut travailler fort, là, je sais pas, les gars, proches. Lui, il voulait être sûr que personne soit heureux de la fin de semaine. De prendre aucun mérite, aucun positif de ce qui s'est passé en fin de semaine à Silverstone. Je te dis pas que c'est la meilleure approche, mais c'est ce que j'ai vu qu'il a voulu faire. Puis c'est une façon encore là de gars qui veut gagner à tout prix. Mais je suis d'accord avec toi, c'est questionnable comme approche. Et si je me fie aux commentaires de Red Bull ces dernières semaines, je trouve qu'on est tellement en mode séduction avec Verstappen, et je comprends qu'on veut le garder dans l'équipe, là, et c'est normal. Mais ça ne ferait peut-être pas de tort, juste une fois de temps en temps, de se faire ramener à l'ordre en disant t'es pas sans faute, Max. T'es le meilleur, on le sait, mais t'en échappes aussi de temps en temps. Fait que, tu sais, juste pour que leur placer aussi sur la place publique en disant arrête de nous taper dessus parce qu'on est capable de jouer la même game. Moi, juste ça pourrait peut-être remettre un peu Max à la meilleure place. Mais qui peut remettre Max Verstappen à sa place? Laurent Mekies? Tu sais, Christian Horner. Ben, ça n'aura pas le choix d'être lui, là, parce qu'il a été embauché pour le garder, donc il faut qu'il fasse ça. Dans sa description de tâche, c'est à lui de le faire. Mais est-ce que Laura. Ah oui, exact, c'est le patron. Est-ce qu'il y a l'aura pour le faire? Tu sais, Christian Horner qui rassit Max Verstappen qui raconte une vieille histoire de Sébastien Vettel puis de David Coulthard, mais de là, dit, hey, dans le temps, on faisait ça, puis là, Max, OK, ouais, je comprends plus de choses, puis il revient devant les journalistes après, puis d'un coup, il est posé, il est calmé. Un Helmut Marko qui va aller claquer une porte à un moment donné, puis il dit, écoute-moi bien, toi, là, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Il y avait des grosses pointures chez Red Bull qui pouvaient le rasseoir. Là. On a décidé de les envoyer ailleurs, donc de les laisser partir. Donc, est-ce que Laurent Mekies, je sais que c'est peut-être une autre question pour un autre temps, mais je veux dire, est-ce que Laurent Mekies a ce pouvoir-là ou cette aura-là
de rasseoir un Max Verstappen puis de dire, écoute, je veux pas que tu parles comme ça à notre équipe, je veux pas que tu parles comme ça à nos ingénieurs. On te donne la meilleure voiture, inquiète-toi pas, on sera pas complaisant. Je vois où tu vas en venir, mais panique pas, on a des gens qui travaillent fort, tout ça. Ça n'a pas été le meilleur week-end, on s'excuse, whatever, si on a à s'excuser, on va prendre nos blâmes, mais je veux pas que tu fasses ça. Est-ce que moi, Laurent Mekies me dégage pas l'impression d'un gars qui peut faire ça, mais c'est pas moi qui l'ai engagé. Puis s'il a été mis dans cette place-là, j'ose croire que quelqu'un a validé qu'il pouvait justement avoir le leadership pour contrôler un Max Verstappen. Et je vais même aller plus loin. Il n'aura pas le choix à un moment donné. Parce que s'il ne le fait pas aujourd'hui, il devra le faire plus tard. Puis si tu veux embaucher Max Verstappen puis qu'il travaille avec toi pendant plusieurs années puis ramener l'écurie vers les sommets ensemble, il faut que tu aies l'aura pour que Max te respecte. Sinon, à quelque part, il faut continuellement te piler dessus. Donc, tu sais, Toto Wolff, quand tu es arrivé en 2014, là, Mercedes, soudainement est devenu l'écurie dominante du moment. Il y avait Lewis Hamilton dans son équipe, puis il y avait Nico Rosberg qui était là avant. Ben, tu sais, t'as jamais senti qu'Hamilton pilait sur Wolff. Tu sais, il n'avait jamais gagné avant Wolff, mais il a su imposer son respect. Il a su dire, OK, voici les limites à travers lesquelles vous pouvez travailler. Mais Kies devra faire la même chose s'il veut travailler avec Max Verstappen pendant plusieurs années. Et c'est encore plus vrai s'ils vont jusqu'à lui donner des parts dans l'équipe. Parce qu'à un moment donné, chacun son rôle. Puis si tu veux une collaboration qui fonctionne, il faut que tu te fasses respecter de part et d'autre. Alors là, aujourd'hui, McKay se dit, Max a eu raison de nous en vouloir, il a eu raison d'être insatisfait. À un moment donné, il faudra que tu dises, il a peut-être raison, mais ce qu'il a fait, la façon qu'il l'a dit, c'est pas la bonne façon, puis on travaille pas comme ça ici. Ouais, Christian Horner était le seul qui allait des fois publiquement pour dire ça, on dit pas seulement, on dit pas. Mais Laurent Mekies, je l'ai pas entendu. Mais j'ai aimé le point que tu as dit, puis je pense que tu as touché exactement le bobo. Quand tu dis c'est qui le boss chez Mercedes? C'est Toto Wolff. Fais un sondage, là, même dans les meilleures années de Lewis, c'est qui le boss chez Mercedes? Parce qu'il est très connu, Toto. Je serais très, très surpris que quelqu'un le nomme Lewis Hamilton. C'est Toto Wolff. Moi, en tout cas, il n'y a pas de doute. Mais si je te demande, c'est qui le boss chez Red Bull? T'as raison. J'aurais pas 99% des gens qui vont me répondre Laurent Mekies. Peut-être qu'il y en a qui vont voir la question au premier degré, mais tu l'as très bien compris où je vais en venir, Simon. Tu pourrais pas mettre ta main au feu et dire ah non, c'est Laurent Mekies, la figure de pouvoir chez Red Bull. Moi, c'est il pas devra trouver le moyen de l'être, en tout cas. Là. Ouais, s'il veut, ou sinon, il va falloir qu'il compose avec ça, puis qu'il gère Verstappen dans ce qui est, puis dans ses réactions, puis de voir ce qu'il peut faire. Comme je dis encore, moi, je pense pas qu'il y a juste du mauvais dans ce qu'il a fait. Puis je trouve que tu as touché un peu le sujet, je voulais pas l'enchaîner tout de suite, mais je savais qu'on parlerait de Verstappen plus tard. Quand tu as dit tantôt que Kimi Antonelli, tu l'as pas dit dans ces mots-là, mais j'ai compris ce que tu voulais dire, c'est que parfois, tes défauts, tes qualités peuvent devenir tes défauts. Verstappen, c'est l'exemple parfait de ça. Ce qui lui permet d'avoir gagné 4 championnats du monde, d'avoir aidé Red Bull à devenir ce qu'ils sont, d'avoir contribué, tout ça, c'est aussi ce qui peut lui permettre à être son pire ennemi. Qu'on avait vu justement en Espagne il y a quelques années. Exactement. Puis ça, tu as raison là-dessus. Mais il y gagnerait Verstappen à ce que quelqu'un trace une ligne rouge en disant ça, tu dépasses pas ça ici. Ça l'aurait aidé en Espagne l'année passée. Puis là, tu sais, pour les relations à l'intérieur de l'équipe et aussi l'image de Red Bull sur la place publique, c'est que Red Bull dise ça, je ne veux plus ça. Ouais, ça, tu fais pas ça. Ça, c'est non, comme qu'on dit d'habitude. Exact. Lawson Lindblad, on a assez parlé de Red Bull, mais par le fameux, on va en parler encore. Lawson Lindblad qui réussit à terminer encore une fois dans le top 10. Oui, bien sûr, ça a été une course où il y a eu bien des choses, des rebondissements, mais quand même, on réussit encore une fois du côté de Racing Bull. Avais-tu quelque chose à ajouter pour leur performance en fin de semaine, à part probablement dire qu'ils ont fait encore du bon travail? Ben, c'est excellent ce qu'ils font, là, tu sais, puis on a raison de le souligner. On entend beaucoup parler là, du gars qui va probablement gagner championnat F2, Tsolov, puis on dit où est-ce qu'on va le placer. Ouais, peut-être qu'il n'y en aura pas de place chez Racing Bull parce que ça serait vraiment mal vu de dégommer Lawson en ce moment. Là. Il est en train de devenir une valeur sûre, le gars. Là. Il est trop régulier. C'est là qu'on voit que c'est pas pareil, hein, développer un pilote. Il n'y a pas d'expiration ou de limite quand ça va devenir bon. Tout le monde a besoin de son temps. Je comprends que tu peux pas attendre 5 ans, 6 ans, mais tu vois que Lawson, moi, il y a des moments où j'aurais lancé la serviette sur lui, puis me serais probablement trompé. Parce que il est en train de montrer quelque chose. Tu sais, on voyait des petits flashs au début, mais une arrogance mal placée, de l'agressivité mal placée. Là, je pense qu'il commence à comprendre comment utiliser ça de la bonne façon.
des fois, il peut revenir, là, le naturel peut revenir très vite, là, mais il fait bien Lawson. Et puis Lindblad, ben, tu peux pas être plus proche que ça de ton coéquipier, il le suit partout. D'après moi, Exact, oui. ouais, Lawson, il fait un saut quand il se retourne, dans un moment donné, il voit, oh, c'est comme son nom. Il se Lindblad réveille est le matin, il dit encore lui. encore lui, il suit partout, il est toujours là. Pas sûr qu'il peut aller aux toilettes sans lui, mais en tout cas, Lindblad fait son travail. Il a compris, il dit, moi, il faut que je me colle le plus sur mon coéquipier, puis c'est ça qu'il fait. Puis un jour, ben, s'il continue de progresser comme ça, le jeune Lindblad, il va le battre. Bortoletto qui réussit, je le sais, là, tout ce que je dis, il n'est pas obligé de m'envoyer un message. Ouais, mais il n'aurait pas marqué de points quand même. Ils ont fini la course. Ils ont eu finalement cette fiabilité-là sur un circuit pas facile comme celui de Silverstone. On l'a dit, Bortoletto aurait probablement eu une meilleure position sur la grille si on l'avait mis dans de meilleures circonstances, mais a quand même réussi à venir marquer des points. C'est le seul pilote qui a marqué des points pour Audi jusqu'à maintenant. Hülkenberg a eu, quand on parle de malchanceux, là, Hülkenberg a été pas mal malchanceux là, depuis le début de la saison. Problème de boîte de vitesse qui a forcé son abandon. Un petit mot sur Bortoletto, Simon? Ben, il répond aux promesses qu'on avait en lui. Il peut devenir le leader si jamais Audi réussit à aller se battre pour les meilleures places, là, puis même des podiums. Tu sais que tu es en Bortoletto, tu as le pilote qui peut t'emmener là. Alors, souhaitons pour les deux que ça fonctionne parce que ça ferait tellement un beau duo là, si on les voyait se battre en tête ou parmi les meneurs. Je me rappelle à l'époque, quand il est arrivé chez Stack, c'était pas le choix numéro un. Tu sais, on avait essayé du côté de Mattia Binotto, on avait essayé d'aller chercher plein de pilotes vedettes, puis finalement, on s'est comme un peu, à la fin de la saison, dit, bah, finalement, Bortoletto, champion de F2, ben, viens tendre une place. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue de l'extérieur. Oh, ouais, j'avais la même impression que toi. Mhm. Mais aujourd'hui, tu fais bien de dire, moi, je pense qu'on peut construire autour d'un gars comme Gabriel Bortoletto, bien sûr avec l'aide d'Hülkenberg pour l'expérience, mais moi, je serais Mhm. pas gêné d'aller devant les médias, devant les actionnaires, puis de dire, oui, mon plan, c'est de bâtir une écurie autour de ce pilote-là. Je passerais pas, d'après moi, je passerais pas pour un sans dessin. J'investirais là-dedans. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de sous. Franco Colapinto. Ben là, lui, j'irai pas devant personne pour le vendre. À part Non, son moi non nom, plus. à part son nom qui est très commercialisable, puis en Argentine, tu peux faire une fortune avec lui, aller chercher des commanditaires. Il faisait bien dans les dernières semaines. Là, il arrive dans le top 10. C'est le temps de dire Franco Colapinto. Mais il y a quand même eu un passage difficile. Puis là, je te parlais de ça avant qu'on commence à enregistrer. Tu as regardé le portrait de sa course parce que toi, comme bien des gens l'ont vu, dire, ben, Colapinto a réussi à finir dans le top 10, a réussi à finir devant Gasly. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa course? Finalement, tu n'as pas été si impressionné que ça. Ben, écoute, c'est pas mauvais, il a terminé, c'est juste qu'il a progressé parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont abandonné ou qui ont perdu des places devant lui, les Piastri, les Antonelli, Max Verstappen. Donc, tu sais, il est parti de 19e, c'était loin. Là, il termine devant Gasly. Et pourquoi devant Gasly? Parce que Gasly a eu un arrêt lent. Alors, tu sais, c'est aucun reproche à Colapinto. Il a fait sa course, les circonstances l'ont aidé, il récolte, mais c'était pas non plus une excellente performance de sa part. Non, c'est pas nécessairement pour dire, ah, OK, c'est beau, on a eu un petit passage à vide après de bons moments, puis là, on repart. Là. C'est tant mieux, là, on prend les points, on s'essuie, puis on Mhm. recommence, mais il faut qu'il se présente plus fort dans des week-ends comme ça. Surtout un week-end où que toute la fin de semaine, j'ai pas arrêté d'entendre les pilotes, les gens dire, ah, ben Antonelli est bon, c'est un circuit qu'il connaît bien, les jeunes le connaissent bien. Ah, c'est un circuit que les jeunes connaissent bien. Ben, ça devrait être pareil pour Colapinto aussi. Ça devrait être un circuit où ce qui peut justement se faire justice. Oscar Piastri, quel week-end difficile. De boîte. Ah, épouvantable. Épouvantable. Donc, ouais, Oscar Piastri, ben, écoute, on se tirera pas, 11e. Hein? Ben, il s'est accroché à classe 1, sa course a Ouais. été ruinée. Là, mais Là, quand tu pars pas parmi les premiers, il y a ce risque-là. Berman, Ocon, Perez, on n'a pas parlé tantôt, mais j'ai pas le choix. Perez, là, sur Alonso, dans la sprint, c'est épouvantable comme décision. Je sais pas si tu l'as vu parce qu'on l'a pas vu à la TV. Il a fallu le trouver après ça sur les réseaux sociaux, mais ça faisait penser à du vieux Perez de l'année dernière. Là. Tente un dépassement à une place où tu peux pas. Bloque une roue en plus, ça va percuter le côté de la voiture d'Alonso. Je m'excuse, je sais que c'était pas dans la course, là, c'était pas dans le Grand Prix, mais on n'a pas parlé tantôt, puis je me demande si tu l'avais vu parce que c'était Ouais. vraiment épouvantable pour Perez. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est juste que pour moi, ce qu'Albon a fait aujourd'hui, c'est pire. Là. Ah oui, ben, Albon, il est vraiment pas sur une bonne série. Ben, je veux même pas dire Non, séquence, il est vraiment. pas sur une bonne année. Ça date depuis longtemps. Antonelli, on l'a dit, réussit, termine avec toutes les pénalités et tout ça, c'est le pire scénario, 15e. Bottas qui avait quand même réussi à se qualifier devant Perez. C'est quelque chose qui me surprend parce que le point fort de Bottas que j'ai toujours vanté, c'est le fait qu'il est bon en qualif. Puis depuis le début de la saison, c'est vraiment pas ça qu'il a.
Il avait quand même réussi à se qualifier devant Perez. Perez, excuse-moi, dans son coéquipier. Mais dans l'ensemble, c'est des fins de semaine quand même assez difficiles pour Cadillac, qui finalement arrivait avec une livrée que je trouvais provocatrice à ma manière, qu'on célébrait Oui, j'ai entendu ça. l'indépendance des États-Unis en Angleterre. Mais disons qu'on les a pas assez vus pour que ça choque grand monde. Non, ça, tu as raison là-dessus. J'aurais aimé que Bottas suive sa belle qualif par finir devant Perez ou rouler devant Perez en course. Ça n'a pas été ça. Donc, c'est quand même décevant pour Bottas, à mon avis. Parlant de décevant, Saints, c'est pas facile. Albon a retiré la voiture. Saints, on peut pas donner le tort tout à Carlos Sainz. On peut pas donner le tort tout à Alex Albon. Je pense qu'il y a un gros tort qui va sur l'écurie Williams. Ouais, c'est pas facile. Hein? J'imagine que je regarde le bon vieux Carlos, je me dis, lui, il reviendra jamais dans une grande écurie. C'est ça que je trouve plate. On Ouais. parlait de pilotes coincés. C'est l'année des pilotes coincés. Je pense que Max Verstappen est pas mal coincé. Je pense que Leclerc s'est rendu compte qu'il était coincé. Je pense qu'un Berman va se rendre compte qu'il est coincé. Puis là, tu as un Sainz qui, à mon avis, a encore le talent pour rouler dans les meilleures équipes. Tu vois son départ aujourd'hui. Moi, je voulais revoir le départ pour voir celui des Audi. Puis là, oups, il arrive une Williams. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est Sainz qui a connu un excellent départ, mais malheureusement, après ça, le rythme de course n'est pas là du tout. Puis Sainz, tu as raison, malheureusement, comme je pense que Max va rester chez Red Bull, il n'y aura pas beaucoup d'action, donc il n'y a pas de sièges qui vont s'ouvrir pour Sainz. C'est comme coincé chez Williams, puis c'est décevant pour lui. Ce qui coince tout, j'ai envie de te dire, c'est le fait qu'Aston Martin ne performe pas. Parce que sinon, ça serait Mhm. une alternative pour ces Ouais, gens-là. t'as raison. T'as Ouais. bien raison. Le fait, parce qu'Alonso est vieillissant, Stroll, on sait que c'était pas super. Écoute, si l'écurie se battait aux avant-plans, on voudrait Deux pilotes. probablement des meilleurs pilotes. Là. Ben, En tout cas, un meilleur pilote. il y a des actionnaires qui feraient un téléphone qui demanderaient ça. Là. Pour l'instant, ça change pas grand-chose parce que quand même qu'on enlèverait Stroll dans l'auto. Là. Mais je veux dire, si Aston était plus dominant, ben, ça serait une alternative justement pour des Carlos Sainz, Charles Leclerc, qui aurait peut-être, je Ouais, on pense disait pas, Max là. Verstappen l'an passé, Ben il oui, y en a qui parlaient exact. de ça. Ouais. Exact. Fait que c'est le fait Ouais, que ouais. ça brouille un peu les cartes, je pense, pour le marché des pilotes autonomes. Eh bien, toi, tu ne seras pas autonome longtemps parce qu'on va se reparler cette semaine. On va préparer notre balado entre deux courses. Mais d'ici là, je te souhaite une excellente semaine, Simon. Puis les gens qui veulent t'écouter ou écouter ce que tu fais, dans le fond, parce que tu produis aussi un autre balado pour les gens qui sont des passionnés de courses automobiles, mais des courses historiques, dans le fond, qui ont marqué l'histoire. C'est en anglais, par exemple, mais ça ne change rien. Il y a Ouais. de plus en plus de gens qui comprennent l'anglais. Donc, comment qu'on fait pour trouver ton podcast sur les différentes plateformes Spotify? On tape quoi comme nom? Spotify, c'est A Race to Remember, ou sur YouTube, c'est A Race to Remember aussi. Donc, 6 podcasts, on met des grands prix historiques dans leur contexte, on raconte la course, puis on décrit l'action dans le détail. En fait, on la fait revivre, cette course-là. Alors, il y a 6 épisodes en ligne actuellement. Et puis, moi, j'aimerais ça savoir ce que vous avez à dire là-dessus, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et je veux remercier Jeremy Zafran qui fait les voix pour moi. Parfait. Puis les gens qui veulent te lire, bien sûr, sur le F1 Podcast, des articles, normalement les mercredis, hein, c'est pas mal, on a mis ta Mhm. page, les mercredis, les vendredis de préparation de course. Pour les gens qui n'ont pas lu tes articles précédents, je trouve qu'ils vieillissent très bien. Je les relis des fois. Je retombe dessus, là, parce que je veux pas, avec la page, tout ça, des fois, je retombe dessus, puis je me rappelle ce que tu avais écrit. Genre, c'est encore d'actualité, c'était bon. Fait que pour les gens qui veulent aller relire ça sur notre page Facebook du F1 Podcast ou sur nos réseaux, vous aurez la chance de lire les articles, les chroniques de Simon Bachan. Mon ami Simon, je te souhaite une bonne semaine. Il n'y a pas de Grand Prix la fin de semaine prochaine, mais ça va nous laisser le temps de parler de plein de sujets qu'on a peut-être manqué un peu de temps aujourd'hui. Je te souhaite une excellente semaine. Merci encore. Toi aussi, merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 6 juillet. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain avec notre formule entre deux courses où je recevrai certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube ainsi qu'Amazon Music, et bien sûr activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.